Ma Benz, laisse pas traîner ton fils, La Fièvre, des titres qu'on connaît bien, mais est-ce qu'on connaît aussi bien Joe Star et Cool Chain? C'est Allociné l'émission. Et aujourd'hui, on va parler d'un film qui va nous faire les connaître beaucoup mieux, puisqu'on reçoit l'équipe du film Suprême. Une émission un petit peu particulière, vous le voyez, puisque je ne suis pas tout seul face à votre écran. J'ai le plaisir d'être avec le rédacteur en chef d'Allociné, Johan Sardet, directement sur le même plan. J'ai une promotion cette semaine, j'ai le droit d'être là, c'est incroyable. Ça te va bien. Ça te va bien. Il fera la météo à la fin de Il est excellent, il est excellent. Pour cette émission, évidemment, on accueille Norman Genius comme chaque semaine. Bienvenue pour le chat la famille. Plaisir d'être ici. Mais voilà, on a aussi le plaisir d'avoir les deux acteurs principaux du film Suprême, à savoir Théo. Donc Théo, toi tu joues Joe Star. Ouais. Et Sandor. Chandor. Pardon. Chandor, excuse-moi. désolé de te reprendre dès la première. Non mais c'est très bien. Il vaut mieux le faire maintenant que Qu'on la refasse. dans 20 minutes, tu vois, de ça nous fait dire. 20 minutes que je te dis rien. Donc toi, évidemment, tu joues Cool Chain Ouais, absolument. par élimination. Et du coup, bravo. Alors que nous attendons aussi Audrey Astrugo, qui est la réalisatrice du film, qui devrait nous rejoindre dans quelques minutes. Mais nous avons aussi, comme d'habitude, Monsieur News est avec nous, Maximilien d'Allociné, ainsi que l'incontournable Le Thomas Alix Dusset. Dulac. On ne dit pas c'est ton nom en fait, Alix vrai. Dulac, l'Anix. Le futur pardon du quiz. Ça applaudit pas, je suis déçu. Et Pardon, mais on est à la fin du nom. il va falloir arrêter avec ce gimmick d'applaudir de toute façon. T'es pas content aujourd'hui en plus? Non, je suis pas content. Faut que je te dise déjà de quoi je vais parler ou pas? Je peux? Non, je dis juste, tu n'es pas content, Alors, on ça va n'a en rien à parler. voir avec le fait qu'il soit à côté de moi pour une fois. Hein. Parce que Parce que clairement, il est en face. Du coup, j'ai peut-être gagné le quiz, ça c'est cool, mais Alors, dans le si c'est déplaise la à seule- Genius, si c'est la semaine où je perds, ça va mal se ce passer. sera pas de ma faute. Mais je suis vraiment, je suis assez pas en colère, mais complètement déçu. Ce sera Vraiment un déçu. coup de projo Ouais. placé sous le signe du sel. En attendant, je vais donner la parole à monsieur Johan Sardet pour une interview de Chandor donc, et Théo, les interprètes du film Suprême. Bah déjà, pour parler d'un film qui là ne nous a pas déçus. Ah, cool. Il faut le dire. Le film a été projeté pour la première fois au Festival de Cannes. C'était déjà un de nos coups de cœur du Festival de Cannes, qui était pourtant un très très bon Festival de Cannes. Et ça faisait partie des quelques films qu'on a vraiment retenus. Et plus le temps passe, plus je me dis que ça sera un de mes films de l'année. Voilà, comme je vous le disais juste avant. Donc une vraie réussite que ce Suprême, qui donc nous replonge à la fin des années 80, début 90, à Saint-Denis, et qui nous raconte la jeunesse de Bruno Lopez et Didier Morville, qu'on connaîtra plus tard comme des légendes du rap, à savoir Joe Star et Cool Chain. Ce qui est très intéressant dans ce film, et alors c'est dommage, je ne peux pas le dire devant Audrey, mais c'est que déjà ce que vous faites, ça va au-delà de la ressemblance. C'est-à-dire que on n'est pas à se dire « Ah, est-ce qu'il ressemble vraiment? Est-ce qu'il était coiffé comme ça ?» machin. En fait, on s'en contrefout. Ce que vous arrivez à faire, c'est d'arriver à capter l'esprit des gens que vous incarnez. Et ça, c'est quand ça se passe dans un biopic, on est hyper content de voir ça. Donc, que vous ressemblez, déjà vous ressemblez, mais que vous ressembliez ou pas, à la limite, on s'en fout. Ce qu'il y a, c'est que les personnages sont là. Donc ça, bravo pour ça. Merci. Et après, ce qu'arrive à faire Audrey Strugo avec vous, c'est qu'elle a réussi à capter des scènes intimes, vraiment entre les deux, au-delà du rap et de la musique et tout ça. Donc ce qui se passe plutôt en coulisses et ce qu'on ne connaît pas forcément de l'histoire. Capter une époque aussi. Une époque que vous n'avez pas forcément connue, ces fameuses années 90. Peut-être vous regrettez de ne pas les avoir connues, on va en parler. Une énergie, il y a une énergie folle qui se dégage dans les séquences musicales et tout ça. Je pense notamment à cette descente sur le parking en plan séquence avec les éclairages des phares qui est juste dingue. Bref, ce film, je voulais juste dire que c'est de la bombe bébé. J'ai mieux, ça m'a mis la fièvre. Eh, pas mal, pas mal. À base de pouce. Ouais, Moins. J'attends que Maëva Il me semble que ça passe de pop. Oui, mais j'ai dit pouce, Bah oui, parce que c'est bien. Ouais. Bah oui, non, À moi qui ai Oh là là, j'ai travaillé dessus, j'allais dire c'est encore plus bon que le plus bon des très bons films. Oh là là. On va le passer. Tout ce que tu dis, mec. Laissez Des compliments. laissez y aller vos fils si vous voulez qu'ils kiffent. Tu valides cette... Ah, c'est pas mal. Pas mal. Il y a des... Non, mais on valide. Tout ce que tu vas dire, je suis d'accord avec toi. Juste l'envie de dire, c'est bon, ça te Non, c'est très bien. J'arrête là. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est que le projet a été adoubé par Joe Star et Cool Chain, et du coup, ils vous ont accompagné plus ou moins. Comment ça s'est fait déjà
la première rencontre avec eux et après l'accompagnement parce que c'est assez rare dans un biopic d'être accompagné par la personne qu'on incarne. Ouais. Donc comment ça se passe l'accompagnement par ces deux messieurs? À part s'il y a une exhumation c'est vrai tape sur une c'est vrai table que comme ouais, ça. c'est ça, c'est vrai que tiens salut. Non, écoute, la première rencontre avec DJ, nous c'était lui, il était allé le voir, il me semble. Bon, je vais le laisser raconter. Moi pour Cool Chain, on s'était rencontrés sur un quai de gare, on était allé les voir en concert. Juste avant de commencer le travail de répétition, on était allé les voir à Bruxelles sur leur dernière tournée pour un peu voir les animaux dans leur habitacle naturel, tu vois. Et voilà, ça a été très courtois, un peu normal, un peu froid, un peu, tu vois. Voilà, à son image, quoi, à l'image du gars qu'il est, tu vois. Et lui, à l'image moi c'était beaucoup plus jovial, beaucoup plus festif. Du coup, c'était chez lui, non, il m'avait invité il faisait une projection de La Route de la Soif, c'est ça qu'il faisait. Deuxième saison avec pas mal d'amis à lui, donc il m'avait juste convié à regarder ça et à se rencontrer ce soir-là. Et par la suite, après, donc comme il a dit Chandor, on a assisté à leur concert où on a eu la chance de monter sur scène. D'ailleurs, ils nous ont fait monter sur scène au Zénith et tout, donc ça nous a mis dans direct. Au Zénith à Bruxelles, ouais. C'est ça. Après, on est allé voir à Bercy aussi. Ouais. Et après ça, donc on avait les clés un petit peu, on les avait vues sur scène de nos yeux, donc on pouvait commencer à travailler. Donc ils nous ont laissé à peu près 2-3 mois vraiment à bosser ensemble pour leur présenter un truc déjà assez carré, assez bien, parce que même nous on voulait leur présenter un truc déjà correct, sinon ils nous allaient nous dire que c'était pourri. C'est-à-dire faut préciser que les mecs, en fait, ce qui était censé venir au bout de 3 mois, ça veut dire qu'Audrey nous a mis dans un contexte de répétition. Qui a été de nous former avec des gens de l'époque, tu vois, des gens qui soit ont rappé avec eux, soit ont dansé avec eux, soit assis ça, etc. Et que tous les jours, on avait une formation intensive de hip-hop, quoi, de hip-hop de la première. Rap, Donc on voulait absolument leur montrer un truc, c'est-à-dire que quand ils viennent voir le travail scénique, parce qu'on a vraiment appréhendé les personnages à travers la scène. Vraiment, c'était une volonté d'Audrey. Je pense que si on trouvait la musicalité, si on trouvait la couleur des mecs, si on trouvait leur rapport scénique, tu vois, techniquement, on se plante pas derrière sur ce qui est de l'ordre de l'intime, tu vois. Après, tu te fais plus ou moins ta cuisine. Mais voilà, donc c'est ça qu'ils sont venus voir au bout de 2-3 mois. Ouais. Si tu veux, ils sont venus voir un truc qu'on voulait leur montrer un truc, pas tout de suite, parce que les mecs, on connaît leur honnêteté. Et si on leur avait montré un truc un peu bancal, ça nous aurait fait chier. Donc, une gifle directe, je pense. Non, mais et voilà. Et comment ils se livrent? Parce que comme je le disais, il y a quelques scènes musicales, mais surtout le plus important, c'est la dynamique et la relation entre vous deux, avec aussi, ça parle des blessures intimes, notamment de Didier Morville, futur Joey Starr, dans la relation avec son père. C'est des choses pas forcément faciles à livrer de leur part. Comment ils vous ouvrent un petit peu leur âme, leur cœur, leur vécu, en vous faisant confiance, en plus sur des trucs très... Ouais, ça c'est plus un travail qui a été fait avec Audrey, sur l'écriture et tout. Nous, après, dans les scènes intimes, moi en tout cas de mon côté, Didier, j'ai pas forcément été vers lui parce que j'avais déjà énormément de documentation là-dessus, que ce soit tout ce qu'il a écrit dans son livre Mauvaise réputation, et voilà, il y a plein de choses dans le scénario qui décrivaient déjà bien cette relation-là. Donc c'était juste à moi, et c'était surtout un pan du scénario que je pouvais prendre plus intimement, où je pouvais amener ma fragilité, parce que il n'y a pas un modèle donné comme la scène par exemple où on doit coller à quelque chose. C'est des scènes où on était un peu plus libre d'apporter notre cuisine un petit peu. Et vous avez regardé beaucoup au-delà des concerts auxquels vous avez assisté, vous avez regardé beaucoup de concerts d'archives, parce que là où je 10 millions de vues. 8 millions qui sont de nous. On a bien boosté ça. On déconne, on a fait ça comme... on s'est un peu branché sur le modèle américain, tu vois, sur l'idée de le faire, mais pleinement, quoi. Ouais. Ne pas le faire à moitié. On a eu la chance, avec ces histoires de Covid, si je peux appeler ça chance, d'avoir 6 mois ou 7 mois dans les pattes avant de commencer le tournage, alors qu'on devait commencer 6 mois en amont. Et on s'est dit, ok, d'accord, là, on était prêt à tourner, mais on lâche pas le steak, et on va encore plus en profondeur pour que le jour où on nous donne le go, le top, on soit, que ça devienne transcendantal, en fait. Qu'il y ait un moment où tu saches plus qu'est-ce que tu es réellement, tu vois, et qu'on appuie sur un bouton, on démarre la bagnole, et puis on peut te filmer, et t'es lui, même si on te filme au chiottes, t'es lui, quoi, tu vois. Mais il y a un truc un peu de cet ordre-là, tu vois. Acteur studio, les mecs. Ouais. Pas forcément la méthode acteur studio, c'est plus la mémoire sensorielle, etc. C'est juste un travail.
tout court, chose que je sais qu'ici, dans ce pays, ils n'ont pas l'habitude de faire parce que on est dans une espèce de post-nouvelle vague, tu vois, néo-réaliste, où il faut absolument jouer ce que tu es, donc ils prennent des natures, ils prennent des gens qui sont déjà les persos, en fait, tu vois, donc ils te mettent dans un contexte de l'ordre du quotidien, et voilà, et ils filment ça, et évidemment, à un moment, ils arrivent à catcher un moment de naturel. Mais nous, c'est loin de nous, ces deux mecs-là, tu vois. C'était obligé de passer par la composition et le boulot, quoi, tu vois. Ou alors, à ce moment-là, tu fais un casting de 10 ans et tu trouves les man, quoi, tu vois. Ouais, des gens qui, en fait, les imitent depuis des années. Mais là où je rejoins complètement Johan, c'est que, c'est pas tant la ressemblance qui est dingue, c'est la physicalité. Voilà. Ça ira pas plus bas. C'est la physicalité. C'est même en plus, à la fin du film, il y a des images des vrais concerts. Et déjà, dans le film, c'est bluffant. Et quand tu vois que tu compares, tu te dis, ah ouais, il y a un vrai truc. Enfin, ça sent que vous avez chopé quelque chose dans leur façon de bouger, de se comporter. C'est ce que disait Audrey. De toute façon, dès le début du casting, elle était en mode je cherche pas des sosies, je veux des comédiens qui sont capables d'assumer toute la charge de travail et de vraiment retranscrire l'époque aussi en incarnant vraiment les rôles. Donc c'est ce qu'elle a vu en nous. Et là où elle a été super maligne, c'est que ce soit nous deux ou les 8 autres qui sont autour de nous dans le film, on a vraiment bossé au théâtre plusieurs fois par semaine pour vraiment créer déjà des liens entre les personnages. Et ce qui a fait qu'on est vraiment devenus potes. Donc ce qui fait que même en dehors des séances de taf, on traînait ensemble, on était là à taguer, on vivait le truc tous les jours, quoi. Moi j'ai une question par rapport, toujours, parce qu'on est dans les coulisses, dans l'inside de la réalisation du film. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, ça, j'y arriverai pas? Une mimique, une gestuelle qu'ils ont, que ce soit Kulchen ou Joe Star, vous vous êtes dit, mince, ça c'est un truc, une signature chez eux, j'arriverai pas à le reproduire aussi bien. Même si à terme vous êtes arrivé. Hein, voilà, vous vous êtes dit le challenge a été complexe, quoi. Moi, la voix qu'il a aujourd'hui, forcément, parce que pour plein de gens, tu dis Joe Star, ils imaginent un mec de 20 ans, cette voix-là aujourd'hui. Exactement. Donc la puissance qu'il a aujourd'hui, tout le coffre, je savais que je l'aurais jamais autant que lui, c'est pas possible. Moi, non, je me disais que... Non, moi, mais de toute façon, encore une fois, comme lui, si tu veux, il y a un moment, en fait, tout se mélange un peu. Et c'est un mec qui est hyper contrôle fric, tu vois. C'est un gars qui... il y a une manière, il y a la voie du ninja, tu vois. Il n'y a pas 15 ramifications possibles, tu vois. Il y a une manière de faire les choses qui est de l'ordre de contrôler tout, que la lumière arrive là, que nanana, sinon, d'après lui, c'est de la merde. Tu vois, et tout se casse la gueule dans sa tête. Et moi, bizarrement, il y avait un peu de cette angoisse-là qui est arrivée au fur et à mesure du temps, où j'avais l'impression que... fallait que je mette, tu vois, si ça se passait pas comme je l'avais pressenti, c'est qu'il y avait un blême quelque part dans l'affaire. Donc, il n'y a pas un truc en particulier où je me suis dit, j'y arriverai pas. Non, j'avais peur pour la globalité du truc. D'accord. Tu vois, j'avais peur qu'on n'y arrive pas tous ensemble, en fait. Tu vois. Et je ne sais pas si c'est comparable, mais sur La Môme, Marion Cotillard avait dit qu'elle avait eu du mal à se débarrasser d'Edith Piaf après le tournage. Surtout qu'elle, c'était aussi une méthode, justement, comme ce que vous avez vécu, une vraie immersion sur un temps long. Ouais. Est-ce que vous aussi, ça a été dur de se débarrasser de cette deuxième peau un peu transcendantale, comme tu dis C'est ça, c'est-à-dire que tu as un mode d'emploi plus ou moins pour arriver au mec, quoi. C'est-à-dire, en tout cas, on trouve notre méthode à nous sur le tard et en essayant d'arriver à ce point-là, tu vois. Mais tu n'as pas le mode d'emploi pour en sortir. Donc ça, je pense que c'est dû aux rencontres que tu fais, aux autres projets que tu fais et à tes potes, à ton entourage qui commencent à te dire « Oh là, fais gaffe, mon poteau, là, t'as des tics, des troubles du comportement. » tu vois. Puis il y a un truc où quand on y était à 200%, on vivait le truc et notre objectif premier, dès qu'on ouvrait les yeux le matin, c'était de ressembler le plus possible à ces deux mecs-là. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas de... On veut ressembler à Chandor et Théo. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette redescente, elle est plus longue que la montée, forcément, et tu le vois pas venir forcément au début. Tu gardes des trucs. Il y a des trucs qui t'es... Si tu as payé le prix fort pour l'avoir, voilà, tu perds des plumes quelque part en gardant des trucs. Je sais que ça a l'air un peu abstrait ce que je raconte, mais il y a un truc que tu gardes de lui. Quelque part. Puis c'est long parce qu'on se retrouve toujours tous ensemble, que ce soit à Cannes ou là en promo, tout ça. Et ça, c'est même un an après le tournage. Donc ça nous remet dedans. Ça nous replonge, donc il y a des trucs qui reviennent, forcément. Même d'en parler, tu sais que c'est con, mais même d'en parler, des fois je reprends la voix. Le fait d'en parler, tu vois, c'est un truc de dingue. Et vous les voyez, Joey et Kulchen, vous êtes devenus leur mini-moi ou leur petit frère Il y a un peu de ça. Didier étant plus fêtard, l'autre un peu plus casanier, on voit un peu plus Didier, tu vois. Mais c'est vrai que Didier, on est ses petits frères, quoi. Nous aime d'amour. Ouais, vraiment beaucoup, tu vois. C'est-à-dire là, il y a
pas plus tard qu'il y a 4 jours, qu'on a fait la teuf avec lui à Bruxelles, parce qu'on a fait une présentation super d'ailleurs aux Beaux-Arts de Bruxelles. Ouais. Et on est allé faire la teuf avec lui, et c'est des déclats d'amour pendant des heures, tu vois. Vraiment, hein. C'est improbable. Il y a un truc dans le rap, je me posais la question, c'est que donc là, il y a Didier Morville, Joe Star, Bruno Lopez, Cool Chain. Il y a des alter ego, les rappeurs, ils ont leur vie privée et ils ont la personne sur scène. Est-ce que vous avez abordé chacun ça comme un double rôle? Ou est-ce que c'est un peu le même personnage dans l'intime et quand vous le faites sur scène? Je ne sais pas si ma question est claire. Si, elle est très claire. Vas-y. Moi, pour moi, je dirais non, parce qu'à l'époque, en plus, ils voulaient pas forcément, ils voulaient pas devenir connus, ça leur a un peu tombé dessus comme ça, quoi. Donc, je pense pas qu'ils avaient ce truc de déjà se dire devant les caméras, je vais être un tel, et hors caméra, je vais être un autre. Alors qu'on accueille Bonjour, sur madame. le plateau Audrey Franco, réalisatrice du film Suprême. Bonjour Audrey. Bonjour. Bonjour. Alors je ne vous présente pas, je ne te présente pas. On peut se tutoyer? Oui, carrément. Je ne te présente pas évidemment Let's go. Chandor et Théo, mais voilà le reste de l'équipe, donc Genius et Alix qui sont chroniqueurs sur l'émission, et Maximilien, journaliste à Allociné, et le rédacteur en chef d'Allociné, Johan Sardé. Et Ok, je vais enchanté. faire refaire toute mon intro. Alors, Avec les mêmes blagues. On a adoré le film. Ouais. Voilà, je vais le dire de manière très simple. C'est un de mes coups de cœur de l'année personnellement. Il sera dans Merci mon top beaucoup. 10 ou top 5. Je trouve que c'est de la bombe bébé pour pas. Quand même, il en a remis Et une. voilà. Il en a remis une. Ça, voilà. Elle a écrit. Et, Oui, mais c'est rédacteur en chef. donc bravo. Donc, alors, juste pour terminer sur la question, et après j'ai Pas de problème. une question pour toi. Donc pas de double approche de se dire je joue à la fois Cool Chain Non, et Bruno. pas de double approche, mais une approche. Le double taf, ça a été le taf de devenir ce mec-là et le taf de fusion avec ce mec-là. Tu vois. Donc peut-être que la double approche, elle est plus là que Joey Star, Didier, Bruno, Cool Chain. Tu vois ce que je veux dire? C'était ça en fait. C'est-à-dire, ok, t'as trouvé ton merdier, t'es bon, mais c'est un duo. Tu vois ce que je veux dire? Ces gens, vous auriez il pu vous faut- détester. On aurait pu, Ouais. on aurait pu ne pas se blairer, mais je sais même pas si ça aurait changé grand-chose parce que lui, il est bosseur comme un ouf, pareil de mon côté, tu vois. Je pense que ça, c'est le plus, c'est le truc en plus, le fait qu'on soit devenus amis, quoi. Tu vois. D'ailleurs, le casting, il s'est fait comment en fait? C'était chacun de votre côté ou il y a eu aussi des sessions ensemble pour voir s'il y a une alchimie qui était là? Un peu des deux, en fait. J'ai cherché les deux en parallèle. Au début, même un peu plus focus sur... non, même j'allais dire sur Didier, mais non, même pas. Il y a les deux en parallèle. Et après, en fait, j'ai réuni 5 potentiels de chaque. Donc 10 comédiens, enfin 10 mecs dans un théâtre. Et pendant une semaine, comme ça, on a travaillé. Et là, je me projetais en binôme. Mais sinon, non, c'était d'abord du parallèle. Alors, tu as réalisé en 2009 un documentaire sur IAM. Ouais. Et donc là, on est dans un biopic. Et qu'est-ce qu'un biopic doit apporter de différent d'un documentaire ou d'une page Wikipédia? Alors, par rapport à une page Wikipédia, je pense que c'est l'axe qui définit la différence. C'est d'ailleurs pour ça que, selon moi, plein de biopics sont pas très intéressants, c'est parce que c'est des Wikipédia Tout à fait. en images. Donc voilà, et ça, c'est l'axe, c'est vraiment la direction que vous prenez dans votre histoire. Et alors, la différence entre le documentaire et l'exercice de fiction, bah, c'est ça, c'est la notion de raconter une histoire. Dans le documentaire, on est plus sur le parcours, le ressenti, le côté anecdote, la notion de récit est totalement différente, alors que vraiment, dans un film de fiction, enfin, on raconte une histoire avant tout. Voilà, je crois que la diff est là aussi. Pardon. Non, Je t'en prie. pour reprendre un peu ce que tu as dit, tu as un biopic préféré? Parce qu'on parlait vraiment, quand c'est trop Wikipédia, t'aimes pas? Est-ce que vraiment tu as. Ouais, On a oublié de j'adore. parler de La Môme juste avant. Est-ce que, je sais pas, tu as un biopic vraiment. Moi, j'ai les biopics que j'aime, qui sont hyper bons. Je trouve que Walk the Line, c'est hyper bon. Ah ouais. Love and Mercy aussi, je trouvais ça hyper intéressant. Mais parce qu'à chaque fois, on entre dans l'histoire vraiment par un sujet, en fait, Ouais. au-delà même de la personnalité en question. Mais même Eight Mile, hein, c'est c'est quand même un Parfaitement, sacré ouais. biopic, quoi. Ray aussi, il y a Ray qui est. Voilà, mais Man on the Moon. Ouais. Ah ouais. Man on the Moon, exactement, même plus que Ray. Moi, je trouve que Ray, il a quand même tendance à être un peu Wikipédia. Un peu je trouve. Wikipédia. Ouais, Disney ouais. Channel plus que Wikipédia. Ouais, un peu. Ouais, Ouais, je suis d'accord, un peu plus fleur bleue, quoi. Ouais, c'est ça. Mais voilà, à chaque fois, il y a un sujet dans l'histoire, au-delà même
de l'enjeu de l'histoire du personnage. Et il y a aussi, et moi c'est ce que j'aime beaucoup dans les biopics et ce que j'ai beaucoup aimé dans ton approche ici, c'est de permettre de comprendre des gens à travers un moment de leur vie qui est fondateur. Et plutôt que de dire il est né là, nanana, il meurt et puis après il y a le carton de fin. Mais ça par exemple, il y a des biopics hyper engagés, que ce soit à chaque fois, Steve Jobs, c'est bien, c'est bon, hein, c'est le Danny Boyle, hein, le bon. Le Steve Jobs ou même les Björk McEnroe, à chaque fois c'est ça, ils arrivent à raconter la vie entière d'une personne, mais dans un temps défini, et c'est ça qui est hyper, qui rend l'écriture hyper riche. Mais encore une fois, je reprends cette notion d'axe et là, le but du jeu, de toute façon, c'était pas de raconter, parce que je vous entendais tout à l'heure quand tu parlais de le Bruno Kulchen. En fait, c'est un film sur Didier et Bruno et pas sur Kulchen et Joey Starr aussi. Donc, l'axe était aussi. Enfin, la notion de narration se tenait aussi par la temporalité choisie du film qui collait au sujet que je voulais raconter, qui était au-delà de cette France qui se découvre une jeunesse des banlieues. Voilà, tout ça. Après, c'est un Rubik's Cube. Tout se met un peu bien en place. Et alors, on le disait, le projet a été adoubé par Joey Starr et Kulchen, mais le projet, à l'origine, il est porté par toi. C'est toi qui propose ce projet, qui arrive avec cette envie. Comment on les convainc et comment on travaille avec eux pour justement, on en parlait tout à l'heure, arriver à raconter des choses qui relèvent vraiment de l'intime, des blessures et tout ça? En fait, quand je les ai rencontrés, il se trouve que moi j'en connaissais aucun, hein, donc le numéro que j'ai obtenu en premier, enfin la personne que j'ai pu rencontrer en premier, c'est Didier, et il m'a dit, écoute, mais clairement, il m'a dit, c'est très simple, des films sur nous, ça fait 10 ans qu'on le refuse systématiquement, ça nous intéresse pas, on a déjà tout montré, tout dit, enfin, on voit pas l'intérêt. Et en fait, je dis, mais justement, l'intérêt, c'est pas de faire un film que sur vous, c'est au-delà de vous que ça se joue. Et moi, je lui ai parlé ça, vraiment de ma volonté de raconter toutes ces années d'abandon des jeunes de quartier par les banlieues. Même à l'époque, je me souviens, parce que la phrase était très précise, c'était il y a 5 ans. Et je lui ai dit, regarde là, on est là à pas comprendre pourquoi on a une partie des jeunes qui veulent partir en Syrie, faire une guerre qui n'est pas la leur. Ça montre bien qu'on a raté quelque chose, alors que vous, dès le début, vous vous êtes positionnés en disant, attention les gars, ça risque de pas bien se passer si on fait rien. Et je dis, voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui s'est passé ou pas passé pendant ces 30 années. Et il m'a dit, bah écoute, si c'est ça que tu veux faire, ça m'intéresse et on y va. Et après, une fois que j'ai eu leur accord à eux deux, le process était assez simple. Il y a eu vraiment le travail de scénarisation classique qu'on a entrepris avec Marcia Romano, la co-scénariste du film, où là, vraiment, on était sur ce que j'ai dit, raconter une histoire, regarder notre axe, être dans notre film classique, quoi. Et à côté, il y avait comme ce document parallèle où on notait un peu à la fois toutes les questions et tout ce qu'on avait envie de creuser autour de leur vie et de préciser, etc. Et ça donnait lieu à des grandes conversations que j'avais avec l'un et l'autre, jamais en même temps, où à la fois je pouvais leur préciser le film qu'on était en train d'écrire et en même temps de pouvoir rentrer dans leur intimité. Après, c'est de l'humain, hein, c'est une relation de confiance qui se met en place. Les phases intimes comme l'histoire de Didier et son père et tout ce que ça réveille, etc., on se rend vite compte que ça devient incontournable, pas parce qu'il en parle tout le temps, mais parce qu'on comprend vite la personne qu'il est. Et en fait, ses plaies sont assez béantes à Didier, elles sont là, elles sont visibles. Donc, pour comprendre comment, parce que c'est une histoire de 2 mecs, comment ce duo fonctionne, la porte d'entrée par l'intimité de Didier est pour moi la bonne, parce qu'on comprend l'histoire des deux quand on a compris qu'il y en a un qui a transféré sur l'autre ce qu'il n'a pas trouvé chez son père. Et donc d'un coup, ça crée un rapport déjà qui s'inscrit ailleurs que dans l'amitié pure ou les collègues de travail, de musique, de ce qu'on veut, de rap. C'est une histoire qui s'est écrite avec d'autres enjeux. Et tout ça, tu le comprends quand tu rentres vraiment en conversation avec eux et que tu arrives vite à capter la matrice des deux, quoi. En tout cas, c'est hyper réussi à ce niveau-là. Audrey parlait des années 90, cette époque donc, que vous n'avez pas connue. Alors, donc, nous, on a adoré la restitution de ce qu'on a vécu dans notre jeunesse. Vous, de cette découverte je ne veux pas dire de ce lointain passé, mais de ce passé révolu. Quel regard vous portez sur les années 90 et sur la découverte de cette époque? C'est marrant, moi, j'arrive à être nostalgique d'un truc que j'ai pas vécu. C'est bizarre, hein. Je sais que ça a l'air chelou comme ça. Vous avez quel âge exactement? Moi, j'ai 31. 25, moi. Ouais. Ouais. C'est vrai que tu vois, je me souviens, par exemple, quand je me rematais le Last Chance You, là, tu sais, avec Jordan,
Je sais que j'étais un minot, tu Non. vois. J'avais 5, 6, 7 piges, tu vois, max, tu vois. Last Dance. Last Dance, pardon, Last Dance, je suis n'importe quoi. Last Dance. Ouais, mais Ouais, ça a un c'est pareil. sens. Ouais, bien sûr. Et pareil, j'étais hyper nostalgique du Queutru, tu vois. J'étais vraiment. Ensuite, le regard qu'on porte. Je pense que de par ce qu'Audrey nous a transmis, ne serait-ce que par rapport au film, c'est-à-dire de faire un film d'époque n'a d'intérêt, comme les biopics, hein, pour moi un film d'époque n'a d'intérêt s'il a une répercussion dans le présent, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, on avait bien compris le parallèle qui avait été fait en lisant le scénar, en se documentant, en regardant des archives, etc. Il y a de quoi faire, quoi, tu vois. Donc ouais, un regard bizarrement nostalgique, tu vois. J'aurais bien fait une vieille émission d'Ardisson en fumant des clopes et en buvant du Sky. Il y avait moins de règles. Fallait le dire, on aurait apporté ce qu'il fallait. Les gars, c'est écrit dans mon contrat. Il y avait plus de liberté, t'as l'impression. Et même avec aujourd'hui, qui est une époque où il y a beaucoup plus un truc beaucoup plus narcissique, avec tous les réseaux, où tu dois toujours montrer que t'es la fame, que t'es heureux, que t'es bien. Je sais pas, il y avait un truc plus vrai peut-être à l'époque qui m'aurait bien intéressé. Ouais. Au-delà de la relation intime entre Didier et Bruno, il y a évidemment les séquences musicales. Vous disiez que vous étiez monté sur la scène du Zénith et puis après à Bercy. Qu'est-ce qu'on ressent sur scène et de côté derrière la caméra? Comment on remet en scène tous ces moments incroyables de musique? Ah, mais moi, je pense que c'est ce que je vais dire est tellement bateau, mais on les a abordés comme des vraies scènes de concert, puisque de toute façon, c'était ça. Moi, je leur ai toujours dit, ces moments-là, ça va être des vrais moments de concert. Donc, ils chantent vraiment, ils sont vraiment dans la performance. Même si, contrairement à un concert classique, là, ils font 8 heures le même morceau, voilà, et c'est quand même une sacrée performance en soi. Mais tout était en place. La prise de son, c'est de la captation live. Tout est en place pour que ce soit en fait un one-shot à chaque fois. Donc, c'était un peu nos scènes de guerre à nous, quoi. C'était on y va, on est dans le vrai, on saute. Moi, j'ai mes intentions qui sont écrites pour chaque scène. Donc après, c'est de la mise en scène comme une scène classique, sauf qu'il y a la notion d'instant T, parce que en fait, comme il y a cette interaction avec le public, d'un coup, c'est vraiment une notion du moment. En fait, c'est comme une pièce de théâtre, quoi. Vous le faites, parce que vous ne referez plus la même chose. Même s'ils ont travaillé une chorégraphie, une scénographie, etc., pour quand même on ait des points de montage et que tout ne soit pas différent d'une prise à une autre, malgré tout, c'est de l'instantané, c'est un saut dans le vide à chaque fois qu'on redisait action. Mais c'est un concert, ils ont vécu des concerts. Là, pour le coup, ils ont vécu des concerts. Moi, j'avais un film à faire à ce moment-là, mais eux faisaient des concerts. On faisait des concerts, à chaque fois c'était Warzone. Je sais qu'il y en a un là. Warzone, bonne Man, à chaque fois on savait. Call of Duty. Call of Duty, Voilà. code. Pour Johan. Pour les jeunes, pour ceux qui ont moins de 17 balais, j'ai vu qu'ils disaient Call of. Alors non les gars, Voilà. c'est pas comme ça qu'on appelle Call of, ok. Mais non, tout ça pour dire que, en vrai, comme elle l'a super bien dit, on a vécu des vraies scènes de concert et l'interaction avec les figurants qui étaient des figurants qui s'attendaient à avoir un tournage classique, c'est-à-dire que les captations son sont des captations de concert. On avait un ingé son spécial pour chaque concert, 2 concerts tu vois, qui recordaient dans sa console pour qu'on ait un son de live qui est pas en studio, faire semblant d'être essoufflé, etc. Tu vois ce que je veux dire? On voulait vraiment que ça pue le vrai, quoi, que ça transpire le truc. Et pour nous, c'était, mais laisse tomber, un kiff. Et quand elle parle de 8 heures d'effort à fond, on en aurait fait 8 heures de plus. Perdez l'énergie, ce concert. C'est dans une transe, tu sens plus rien, t'as un truc à faire et tu le fais et en plus tu kiffes. C'est comme une énorme vague qui arrive sur toi. Genre, Et puis il y avait une dramaturgie dans les concerts. Ça, c'était le seul truc qu'il fallait pas oublier, ne pas s'oublier dans ces moments-là. C'est-à-dire que chaque concert raconte un truc aussi. C'est pas juste un prétexte pour dire regardez comment ils chantent bien. Il y avait ça. Chaque fois, il y a une dramaturgie, quoi, dans chaque live. Donc ça c'était dès qu'on se perdait un peu, n'oublie pas quand même ce que tu racontes. Ah ok, d'accord, parce que c'était vraiment à tel point exaltant, tu vois. Et notamment, on en parlait juste avant que tu arrives, le plan séquence sur le parking et la lueur des phares qui est juste une des scènes de l'année. C'est ce que je disais, parce que ça a été quand même assez complexe à mettre en place. Et même de trouver le décor pour le faire, c'était vraiment compliqué. Et à tel point qu'à un moment donné, évidemment, parce que faut se le dire, le tournage avait commencé, on n'avait toujours pas le décor parce que
vraiment très compliqué. Enfin, votre prod, tout le monde vous dit peut-être l'envisager autrement. Et tu dis, bah non, moi, ça fait 5 ans que j'ai ce plan-là dans la tête, je ferai ce plan-là, pas un autre plan, c'est ça et pas autre chose. Donc, c'est pas grave, on va se mettre Fanny, comme on dit dans le Sud, et on va le faire bien, quoi. On va y arriver. Mais ouais. Et le résultat est là. Je crois qu'il va falloir qu'on vous libère. Il est l'heure, c'est ça, il faut que je me taise. Juste une dernière question. Si chacune, il fallait retenir une chanson de NTM. Ah, dans l'histoire. Dans l'histoire. Alors là, vos goûts personnels, pas par rapport au film. Ah, la ouais. chanson de NTM que vous adorez. Laisse pas traîner ton fils, moi. D'accord. Moi, je dirais That's My People. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Très bon choix. Est-ce qu'on attend pour une toute dernière question, parce que moi je me demandais en fait, est-ce que le film maintenant, quand vous entendez des chansons de NTM, ça vous fait quelque chose de différent parce que vous comprenez mieux le contexte de ce que ça écrit, parce que forcément les ayant joué vous-même, Bah, c'est nous. ça vous fait des réminiscences? Moi, c'est marrant, je croyais que j'allais le vomir. Et en fait, je les kiffe 2 fois plus. Ah ouais. Quand je les réécoute, là, je fais. Moi, ça me met dans une espèce de nostalgie. Surtout que moi, je connaissais très peu avant de commencer le travail dessus et tout. Donc moi, ça me replonge dedans. Faut pas me parler quand j'écoute NTM. Mais à bouler comme ça. Ouais, je suis en transe. Théo, Christine, Sandor Funtek, Ouais, je dis bien. C'est bon. Et Audrey Estrugo, merci à tous les 3 d'être venus Merci. jusqu'à nous. Merci. Pour, Bravo pour le film. Ouais, bravo. Merci. Excellent. Et notamment un plan final qui est dingue. J'en dis pas plus, le plan final est fou. Le teasing, vous partez sur ça, là, vous êtes. on va vous libérer en lançant la bande-annonce. Je rappelle que le film sort le 24 novembre, donc c'est demain. Demain. Voilà, on lui souhaite évidemment d'être performant dans les bacs. Et on vous dit voilà, bonne chance pour la suite. On se tiendra nous-mêmes au courant un petit peu des résultats du film. C'était un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Merci, pardon pour le retard. Pas de problème. L'embouteillage, pardon. Nous, on peut se lancer la bande-annonce. Qu'est-ce que vous pensez de ces banlieues qui prennent feu au moment même où vous sortez votre premier disque? Faut arrêter de tout confondre, les gars. Nous, on fait du rap. On prend des micros, on prend pas des flingues. Que peut espérer un être jeune qui vit dans un immeuble laid, avec une société qui détourne le regard? La prochaine fois, je me ferai tatouer un drapeau bleu, blanc, rouge sur le cul, histoire de faire gagner du temps à tout le monde. Fais un truc dans ta vie et on en reparle. On a toujours fonctionné comme ça, on trace notre route ensemble. On n'aura pas de deuxième chance, tu comprends ça? Aujourd'hui c'est nous, demain c'est un autre. Moi c'est hors de question que je retourne monter des faux plafonds avec mon daron. Si tu veux, en gros, moi et Bruno on s'occupe d'écrire les textes et DJS derrière il s'occupe du beat. Tu crois pas que tu me fous la honte avec ton nid de ta mère partout là? Je vois ce nom débile là partout sur les murs. Joey Star. Faut être intelligent pour faire de la musique. Je veux plus te voir. Tu veux plus me voir, mais pour ça t'es mal barré, je te le dis. C'est clair, t'as le toucher de ta mère. Et tu vas m'entendre, et pas qu'un peu, et tu vas me voir aussi. Certains s'humifient à tout moment l'insignifiant le concurrent. Les violences verbales ne sont plus tolérables. Sur les côtés comme en arrière, c'est clair. Nique ta mère, le maire. N'oublie jamais que les cités sont si sombres, tard lorsque la nuit sombre, et que les jeunes des quartiers n'ont jamais eu peur de la pénombre. Quelle chance d'habiter la France. Redescends, si je monte pas sur scène avec toi, t'es invisible. Le monde de demain, quoi qu'il a nous appartient. Tu vois pas que t'es en train de tout niquer là? La transition suprême, le petit jingle classique a été rock'n'roll. C'est la magie de Dans le rap, il n'y a pas de classique. Mais merci pour cette première partie de l'émission, c'était. Bravo. Voilà, on a dû évidemment, vous l'avez compris, changer un petit peu l'ordre de déroulement de l'émission et on va donc maintenant s'attaquer au point news. Ouais, putain, va passer après ça en plus, c'est cool. Je me tourne vers toi, Ouais, ça va, ouais. en plus, Max. Ça tourne, donc une série de qu'est-ce s'est-il passé dans la planète cinéma depuis la semaine dernière. Exactement. Ça commence par évidemment une bande-annonce incontournable, celle de Spider-Man. Exactement. Donc la seconde et peut-être dernière bande-annonce de Spider-Man No Way Home, donc qui sort le 15 décembre en France, donc qui a été dévoilée la semaine dernière. C'était lors d'un événement aux États-Unis, ce qui veut dire qu'en France, elle a été visible autour de 2h du matin. C'était 2h30 du matin. 2h30 du matin. J'ai veillé pour ça. 2h30, voilà. Et donc voilà, les gens étaient évidemment debout parce que ils espéraient évidemment qu'il y aurait des infos, qu'il y aurait des confirmations.
Il y en a eu un petit peu, mais il n'y en a pas eu tant que ça au final. Dans les confirmations, on a le fait que, notamment qu'il y aura plusieurs méchants. Ça, il y aura beaucoup de méchants. évidemment. En fait, on savait déjà de toute façon que donc, il y aurait le Dr Octopus joué par Alfred Molina parce que l'acteur avait été annoncé. Il avait un peu gaffé en confirmant qu'il était dedans. Il était dans la toute première bande-annonce. On savait également que Jamie Foxx allait revenir en Electro. Ça s'était annoncé. Il a même lui aussi un peu dit sur Instagram avant de retirer son poste. On avait aperçu le bouffon vert dans le juste ce plan d'ailleurs, ouais. exactement dans la première bande-annonce. Donc là, on le voit, on découvre qu'il aura 2 looks. On sait pas encore exactement pourquoi. Et ensuite, on avait l'homme sable qui était teasé sur l'une des affiches. Donc là, on l'aperçoit également. Et donc, on a la confirmation d'une rumeur qui traînait que le lézard qu'on avait vu dans le premier Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield sera lui aussi de la partie. Ce qui veut dire que nous aurons 5 méchants, que nous sommes donc à un méchant des fameux Sinister Six, qui est l'espèce de rassemblement de super méchants en fait, qu'on a dans les bandes dessinées et que Sony essaye de transposer en film depuis un paquet d'années. Donc, c'est peut-être là que ça va se faire. Sachant que, sauf que si tu avais prévu de le dire, mais Michael Keaton a été aperçu en train de retourner des scènes Il a confirmé qu'il était du vautour. On ne sait pas pour quel film. On sait pas pour quel film, mais il pourrait être... Il y a des possibilités, parce qu'en fait, Michael Keaton, qui apparaît aussi dans le film Morbius avec Jared Leto, on sait qu'il est dans le coin. On avait un teasing sur le Scorpion à la fin de Spider-Man Homecoming. Mysterio, on n'est pas à l'abri d'un tour de passe-passe, même si ça paraît compliqué. Peut-être Venom. Ça parlait de Rhino aussi à un moment qui était dans Amazing Spider-Man 2 et il y a aussi peut-être un méchant qu'on ne connaît pas. C'est aussi une possibilité. Et est-ce qu'un autre bouffon vert que celui de William Dafoe, celui de Dave Dehan, pourrait aussi être... En fait, c'est un peu la rumeur qui traîne parce qu'on aperçoit le bouffon vert avec 2 looks différents. Un qui rappelle à la fois James Franco et Dane Dehan, donc c'est aussi une des possibilités. Peut aussi avoir l'un des personnages du film qui devient un bouffon vert. C'est aussi une Le truc, c'est qu'on n'a pas eu de confirmation que Willem Dafoe serait de retour, que Rhys Ifans reprenait le rôle du lézard et que Thomas Haden-Church reprenait le rôle de l'homme sable. Donc on se dit, ça se trouve peut-être que l'un des acteurs qu'on attend dans le film, en fait, il y aura une espèce de tour de passe-passe et au début, il sera méchant. C'est une des possibilités. Donc justement, on a vu qu'il y a beaucoup de méchants. On va revenir dessus, puisque je sens que tu veux dire des choses, Nani. Non, ça va. Mais pour l'instant... toujours Cancel Spider-Man. Alors pour l'instant, oui, effectivement, c'est parce que c'était un peu ça que les gens attendaient, c'était de savoir est-ce que Andrew Garfield et Tobey Maguire ou l'un des deux seraient dans la bande-annonce. Alors officiellement non, mais évidemment, quand tu regardes de très près, notamment sur la fin, tu te dis il y a des personnages qui ont l'air d'avoir été effacés numériquement, ce que Marvel fait très souvent quand ils n'inventent pas carrément une scène pour Infinity War. Je sais pas si vous vous souvenez de ce plan où tous les Avengers courent face caméra avec Hulk, on ne voit pas dans le film. Ce plan n'était pas dans le film du tout. Il avait été complètement créé pour la bande-annonce. Donc on sait que Marvel peut filouter et on se dit que, par exemple... Là, c'est Sony, du coup, un peu plus. Oui, enfin Sony et Marvel Studios, mais tu te dis, par exemple, à la fin, il y a une main qu'on voit qui ne serait peut-être pas celle de Tom Holland, mais celle de Andrew Garfield, parce que si vous avez vu le deuxième film, Spider-Man avec Andrew Garfield, il y a une scène qu'on retrouve un petit peu à l'identique ici, donc il y aurait un lien. Donc pour l'instant, officiellement, ni Tobey Maguire ni Andrew Garfield qui continuent de démentir parce que si vraiment ils sont dans le film, ils ont, je pense, des clauses. Parce que si Sony et Marvel décident de ne pas le révéler, c'est pas eux qui le feront. Donc pour l'instant, nous n'avons qu'un Spider-Man qui joue par Tom Holland. Toujours. Petit tour de table, donc on a d'un côté Nanix qui est resté jusqu'à 2h30 du matin pour la voir quasiment en direct. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Je l'ai maté 40 fois. Ah oui. J'ai fait du plan par plan. Tu l'as regardé en 0,25 C'est-à-dire que je l'ai regardé au moins une dizaine de fois en mode je m'imprègne, etc. Je me hype. Et puis, au fur et à mesure que je la regardais, je me suis dit, oula, mais cette scène de fin qui est un bel hommage au deuxième Spider-Man d'Andrew Garfield, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc avec Logan ? Est-ce qu'il n'y aurait pas ceci ? Puis j'ai ouvert Twitter et je me suis dit, en fait, il faut que je la mate plan par plan parce qu'il y a des éléments importants. Ça me hype de fou. Encore une fois, moi, j'espère du coup que jusqu'au bout, Marvel n'officialisera pas Andrew Garfield et Tobey Maguire, il faut surtout pas le faire. Ça n'a pas été fait, même s'il y a quand même des gros indices. Malheureusement, le compte... Genre toi, tu veux qu'ils y soient, mais tu veux qu'on le découvre que dans le film. Voilà, c'est pour ça que j'étais presque déçu que dans le petit trailer brésilien d'1 minute, qui est beaucoup plus court que le trailer international, on voit le lézard qui se mange une patate invisible. Ça peut être une brique. Oui, non. Alors je suis d'accord avec Nanix, et en même temps, tu peux l'expliquer parce que tu sais, comme t'es une espèce de gros sou les gars, ça va. Qui se prend vraiment une grosse tarte. Les gars, ça va. Mais non, alors l'autre possibilité que les gens évoquent, en fait, ils disent, si ça se trouve, c'est Dr Octopus qui est devenu gentil, un Doctor Strange qui est là aussi. Il te cache qui participera à la fin. Il y a les méchants iconiques. C'est pour ça que je pense qu'il y aura le vautour, parce que si vous regardez bien, chaque méchant représente une période d'un Spider-Man donné une temporalité, donc il manquerait plus que le vautour dans les méchants actuels. Plus le vautour qu'un Venom, par exemple ? Venom, il a jamais affronté Tom Holland encore.
Mysterio n'étant pas dans le film, et Michael Keaton annonçant qu'il va peut-être faire des reshoots, ça sent bon le vautour, et ça permettrait derrière à Sony d'enfin lancer... En plus, ça assurait la promotion de Morbius, tout ça. Enfin, en soi, il y aurait... Ça pourrait pas être Morbius, justement. Je pense non, parce pas. qu'il y a pas eu son film n'est pas sorti encore. Son film n'est pas sorti. Venom est vachement connu en tant que tel. Morbius, en plus, un vampire, tu ça n'a rien à voir. Puis le vautour, avant qu'il soit dans Homecoming, on l'avait déjà vu dans le The Amazing Spider-Man à la fin avec l'espèce d'exosquelette. Donc moi, ça m'a hypé de fou. En vrai, j'ai hâte d'être au 15 décembre. Par contre, je le répète, ce film, j'ai toujours cette crainte du film fan service. Ça peut être un très grand film, ça peut être un film Marvel mauvais, et pour moi, tout va tourner autour aussi du Doctor Strange, qui a l'air d'être un peu fourbe. Est-ce que c'est lui, pas lui? Parce que juste, je fais un sort pour te sortir de la mouise de Spider-Man, niveau scénar, c'est pété. Hein. Enfin, figue mi-molette de côté quand même. Genius, avant de demander à Johan... J'ai pas eu la bonne annonce, mais j'attends le film bien. Juste, j'ai hâte qu'il sorte pour le voir, et surtout pour qu'on arrête. J'en ai plein. Vous savez quoi, franchement, il est là, il est pas là. Mais les gars, calmons-nous. Moi, j'ai vu passer une news il y a 2 jours disant, genre, Andrew Garfield, on en a marre de ces spéculations. Je suis dans le même état d'esprit. Je me dis, au bout d'un moment, attendez. Parce qu'en fait, moi, c'est ce que je disais sur Twitter l'autre jour, c'est qu'il y a des mecs qui vont sortir du film, qui sont en train de chasser les leaks comme si c'était des Pokémon. Ils vont sortir, ils vont dire, ah, on n'avait aucune surprise, on savait tout. Et vous l'avez cherché aussi, donc... c'est toujours top tendance, c'est un coup c'est Garfield, un coup c'est Maguire, un coup c'est machin. Et puis on a vu la vidéo, vous avez vu la vidéo de Tom Holland qui regarde, il fait ah, mais il est où le... Vous avez vu, il a failli spoiler, parce qu'il se regarde, il se filme en direct en train de regarder le truc. Est-ce que t'aimerais, toi, justement, ce retour J'adorerais. des autres acteurs? Parce que je sais que toi... Moi, je suis fan de Tobey Maguire. Ça. Moi, c'est Tobey le patron. Voilà, merci. Mais Andrew, j'ai bien aimé, Tom Holland, j'aime bien, mais Tobey, c'est pour moi la base de tout. J'adore. Et est-ce que un retour de Kristen Dunst ou de comme ça pourrait être quelque chose, ou même d'Emma Stone, oui. Oui, parce qu'en même temps, s'il faut revenir des méchants qui sont morts, bon, les je pense qu'il pourrait, mais. Mais Riff, tu parlais de Rhys Ifans, il est pas mort, Rhys Ifans? Non, non. En fait, ça va être un des enjeux du film aussi, c'est d'expliquer pourquoi des méchants comme Dr Octopus, le Lézard ou l'Homme Sable, qui à la fin, en fait, il y avait une rédemption. Pourquoi d'un coup ils redeviennent méchants? C'est là où je te rejoins. C'est pas les mêmes. Voilà, c'est là où je te rejoins, c'est qu'il va falloir quand même expliquer comment tu fais revenir tout ça, comment tu les intègres autrement que juste pour faire plaisir aux fans. La fin du trailer me fait pas penser qu'il y a une valeur ajoutée si tu rajoutes Emma Stone ou Kirsten Dunst. Voilà, il y a vraiment ce côté sauver Mary Jane Watson, donc Zendaya, qui relève d'une importance capitale, plus que de faire revenir les deux autres. Il y aura peut-être un plan sur Kirsten Dunst, Johan, qu'est-ce que tu penses de cette bande-annonce, de tout cette buzz Spider-Man? Alors, moi, au-delà de mon amour pour Marvel, je connais. Non, en fait, j'aime pas les trucs de multivers, ça me saoule. Ah oui, donc, Spider-Man New Generation, j'avais pas du tout aimé parce que je suis la personne qui a pas aimé parce que moi, je suis à l'ancienne, j'ai besoin d'une narration simple. Et là, en fait, moi, par exemple, j'adore Spider-Man 2 de Sam Raimi. Pas à cause des méchants, machin. En fait, le truc des méchants, c'est l'arc du personnage qui m'intéresse. Et je trouvais que la fin de Spider-Man 2 était hyper osée, quoi. Et le premier Spider-Man de Sam Raimi, j'aime bien ce qui arrive à Tobey Maguire, mais le costume du bouffon vert, j'ai l'impression de voir un Power Ranger. Tu peux enlever le mot vert. C'est pas possible. Donc là, quand on le revoit, je fais je m'en fous. Mais voilà. Mais par contre, si l'arc de Tom Holland est bien écrit ou de Zendaya, ça m'intéresse. Par contre, de voir un Glooby-Boulga de méchant, je m'en fous. Un truc que je trouve pas mal sur les méchants, on a pas dans la bande-annonce. En fait, c'est ce dialogue en fait où t'as Doctor Strange qui dit c'est leur destin de mourir contre Spider-Man. Et je me dis, s'il le développe bien, ça peut être vachement intéressant. Au moins le côté où, tu sais, d'habitude, on explore un peu ce que c'est que d'être un héros, ce qu'on va encore explorer là, je pense. Là, le côté, en fait, qu'est-ce que c'est que d'être un méchant où, en gros, t'es condamné à te faire latter la tronche et à mourir. Le fond d'Incassable. C'est pour ça qu'Incassable est génial. C'est un mec qui dit, je suis méchant parce que ma seule raison d'être, c'est de ça, sinon, en fait, je ne sers à rien. C'est hyper intéressant, philosophiquement. Par contre, de se lancer des bombinettes citrouilles, je sais pas. Doucement, doucement, s'il vous plaît. Non, par contre, je voulais juste ajouter un truc. C'est que des décès, a priori. Si des gens sur le chat se posent la question, au moment de Avengers, tu parlais du faux plan qui n'était pas dans le film, on s'était renseigné auprès d'un avocat de dire, est-ce que c'est de la publicité mensongère? Ah ouais, j'avoue. Eh ben, figurez-vous que non. Parce qu'en fait, une bande-annonce est considérée comme une œuvre à part entière que tu peux décorréler du film. Donc tu peux mettre ce que tu veux dans une bande-annonce. Exactement. Tu peux pas te plaindre de dire, bah ouais, mais moi, j'avais pas payé pour voir ça. En fait, un autre film et... pourtant, il y avait une personne il y a 10 ans qui avait été remboursée de sa place de Drive parce qu'elle pensait aller voir Fast and Furious. Elle a vu Drive, n'a rien à voir du tout. Il y a une petite poursuite en voiture. Et par contre, elle avait été remboursée, mais c'est vrai que... C'était peut-être pour éviter un mauvais buzz, tout ça. Mais en tout cas, juridiquement, une bande-annonce est une œuvre et pas une publicité.
limité. Ok, Donc tu fais ce que tu veux avec une bande-annonce. Parce que, oui, rembourser une place, c'est pas le même prix que. Rembourser un film, ouais. Surtout et t'attaques en juste, bon, je te file tes $10. Mais, tu fais bien de le dire, c'est que la première bande-annonce de la trilogie Seigneur des Anneaux en 99, celle qui annonçait l'ensemble du projet, il y a des plans dessus qui n'ont jamais été dans aucune des versions. Version longue. Le plan où Merry où ça genouille devant ta tête, par exemple. Celui-là, t'as des plans sur les armées, les orques qui sortent de la Moria après. Parce que souvent les films sont encore en montage et il y a des trucs finalement qui font bien dans la bande-annonce mais que t'enlèves parce que pour mais c'est pas existe. Eh ben, ne les montrez pas. On a envie de les voir après. Dernière question avant de passer à la news suivante. Personne n'en a parlé, mais dans Spider-Verse, il y a un autre Spider-Man qui s'appelle Miles Morales. Je crois que c'est Spider-Cochon. Ouais, il y a Spider-Cochon. Et donc, il y a Miles Morales. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, une entrée dans le MCU, est-ce qu'il y aura vraiment que 3 peut-être Spider-Man ou pas 4? C'est peut-être ça aussi, l'un des mecs qui manque à la fin, ça pourrait être lui. Ce serait vraiment cool. Déjà qu'on ait les 3, ce serait déjà bien, déjà pour commencer, enfin depuis le temps qu'on en rêve, sachant qu'ils vont être là pour un film, a priori, je pense pas qu'on les reverra après. Tobey Maguire qui a arrêté de jouer, je pense qu'effectivement, s'il revient... Ouais, je pense que voilà, niveau contrat, niveau intérêt, à part pour ce film-là, je suis pas sûr qu'on les revoit après. Après, Tom Holland, il a aussi annoncé qu'il souhaitait pas s'enfermer dans le rôle de Spider-Man, c'est pour ça, etc. Mais c'est quand même le perso sur lequel Kevin Feige avait été clair, c'est sur lui que je mise pour relancer tout le projet d'équipe et les Avengers. Je veux que ce soit Spider-Man qui est le guide. Et a priori, c'est Peter Parker, pas Miles Morales. Moi, j'adorais qu'il arrive. Après, faut voir. Après, tout est possible dans le MCU. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ce soit Donald Glover qui joue. Alors, sauf que malheureusement, il joue l'oncle de Miles Morales dans le comic, mais avec le multivers, parce qu'en fait, le personnage a été pensé pour lui et à l'époque d'Obama. Donc, tu dis, ce serait encore plus sympa qu'ils arrivent à le caster pour de bon. Alors, autant on s'attend au retour d'anciens Spider-Man, autant il y a un retour plus inattendu chez Marvel, c'est celui de Scarlett Johansson. Alors, pas dans Spider-Man No Way Home, a priori, parce qu'on maintenant on s'attend à tout. Non, donc vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, donc Scarlett Johansson, quand on parlait d'argent et de publicité mensongère, enfin de procès, Scarlett Johansson, donc, qui avait attaqué Disney et Marvel en justice, puisque Disney et Marvel avaient choisi de sortir Black Widow en partie sur Disney+, ce qui faisait un manque à gagner pour l'actrice. Donc du coup, il y a eu des histoires assez retentissantes, il y a eu des menaces de Emma Stone, d'Emily Blunt de faire de même. Finalement, tout s'est arrangé, on imaginait avec un gros chèque, mais là où on ne s'y attendait pas, parce qu'il y a eu entre-temps, donc ils ont relancé le projet d'adaptation de La Tour de la Terreur, donc, qui est porté et produit par Scarlett Johansson. Ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est que Kevin Feige, il y a quelques jours, dit qu'il était en train de travailler avec Scarlett Johansson sur un projet Marvel top secret. La seule chose qu'il a dit pour l'instant, c'est que ça ne serait pas lié à Black Widow. C'est quand même étrange que ce soit pas lié à Black Widow en général. Quelqu'un qui est dans le MCU, il a son rôle et puis... alors, dans ce cas-là, moi je trouve qu'il y a 2 possibilités. On en revient au multivers, même si c'est la partie que j'aime moins du multivers, c'est qu'elle apparaîtra dans un autre rôle. Je trouve ça un peu feignant, mais voilà. L'autre possibilité dont les gens ne parlent pas des masses, en fait, c'est peut-être un projet qu'elle développe en tant que productrice, scénariste, voire réalisatrice. Mais il y a Secret Invasion. Où en fait, peut y avoir un Skrull qui, en fait, tu te rends compte que la Black Widow qui est morte était pas la Black Widow et qu'en fait la vraie Black Widow est toujours quelque part. Alors, ce qui serait un autre degré de fainéantise. T'as vu comment je connais T'es pas bluffé là? Alors franchement, tu m'as bluffé, mais j'aimerais tellement pas que ça arrive. Surtout, c'est ça quoi. Parce que là, ils vont te le faire le coup avec Downey Junior, ça va être encore pire. Moi, je me suis posé la question de savoir, ça pourrait être une série sur les veuves, mais tu l'as dit, c'est un projet décorrélé de Black Widow. C'est ça. Alors, un film sur la sœur, ce que devient la sœur, etc. Mais c'est encore une veuve, c'est encore une veuve. Et puis c'est lié à Black Widow. Donc ça peut être de la réal, mais la réal d'un film Marvel. Un acteur a déjà fait, c'est jamais arrivé, un acteur faire deux super-héros différents. Chris Evans, mais c'était 2 sagas différentes. Là, c'est dans le MCU, a priori. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, aussi. Green Lantern et Deadpool. Oublié. Pas la même écurie là en l'occurrence. Donc c'est ça en fait, c'est peut-être qu'elle a obtenu avec Kevin Feige de développer un projet qui lui tenait à cœur ou qu'elle trouvait intéressant et sur lequel elle va officier en tant que productrice, scénariste et donc peut-être le réaliser. Ou réel. Donc ça, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Allez, on va donner la parole un petit peu à Genius qui jusque-là était sur des projets Marvel. Bon, c'est pas trop ton truc. La news surprise. J'ai aimé les derniers Marvel, je les ai adorés. S'il vous plaît. C'est juste voilà, là, non mais bien sûr. Plus de quoi tartiner, puisque on attendait un retour. On l'a eu dès la fin de la saison, c'est celui de Arcane. Arcane, effectivement. Arcane ou Arcane. D'ailleurs, je sais pas comment je dis Arcane. Je ne pas. Ok, moi je vais dire Arcane parce que j'ai enregistré l'émission, j'ai dit Arcane tout le temps, ça m'arrangerait beaucoup. C'est français. Donc oui, la série animée diffusée sur Netflix, donc qui est adaptée de. Excuse-moi, la fantastique série animée. Voilà. Alors moi j'ai la merveilleuse. Donc ça c'est de la création, ça. C'est un mec qui s'énerve. Adapté donc du coup de l'univers du jeu League of Legends, donc LOL pour les intimes, et donc la
saison 1 vient de se terminer sur Netflix et dès ce week-end, ils ont annoncé qu'il y aurait bien une saison 2. Sans surprise, et en même temps, des fois, il laisse passer 6 mois avant de le faire. Arnaud qu'on avait reçu, mauvais genre de poker, hein. Saison 2, il a fait. Je sais pas, il a dit. Alors, ça se trouve, il le savait pas. Si, il le savait. Et après, vous l'avez dit, Andrew Garfield dans Spider-Man. Non, c'était obligé, vu le succès critique et je sais pas, ça a cassé des records aussi sur Netflix, c'est absolument incroyable. C'était obligé. Et surtout, ils ont dit quoi? Tu l'as dit, 2023? Ils n'ont pas donné de date. Apparemment, c'est pas avant 2023. Alors, sachant que la saison 1 a mis 6 ans à se faire, donc on imagine que là, les délais vont être plus réduits. Toute la recherche. Oui, bien sûr. Là, c'est même mis des pistes pour la saison 2, donc ça va peut-être aller beaucoup c'est plus 2023. Le seul défaut d'Arcane, s'il y en a un, c'est que ça aurait bien mérité une petite semaine encore. 3 petits épisodes. J'aurais pas craché sur 3 épisodes supplémentaires. Saison 2. Ah ouais, non, franchement, j'étais là, à la fin du 9e, j'ai la petite goutte en mode... Alors, spoilez pas, mais franchement, ça s'arrête. Je pense que dans les cliffhanger climax de l'histoire, si on faisait un top, franchement, je le mets dans le top. C'est pas les 3 derniers, déconnez pas. C'est pour ça qu'ils ont annoncé très vite la saison 2. Ah oui, il faut. Non, c'est honnêtement, pas gentil de faire ça. j'aurais vraiment pas craché contre 3 épisodes sup, c'est trop bien. L'animation est trop bien, c'est trop bien dessiné. Et je sais pas pour vous, j'ai eu le même sentiment qu'à l'époque où j'étais plus jeune, où je regardais Batman la série animée. Je tombe dessus, au bout de 5 minutes, je me dis, c'est pas un dessin animé pour enfants, ça, les dialogues, c'est hyper mature et tout. Là, j'avais peur de ça. Vous verrez dans mon coup de projet pourquoi je vous dis ça. J'avais marqué après coup. J'avais peur de ça, et là, je me dis, mais en fait, les dialogues, tu mets pas ça entre toutes les mains. Enfin, et c'est trop bien. Moi, trop bien. Je me demande s'il y a un truc qui a participé au succès aussi et qui peut-être va un peu bouleverser la façon de faire de Netflix. C'est le mode de diffusion. C'est qu'en fait, ils n'ont pas mis tout d'un bloc comme ils font d'habitude. C'était en 3 blocs de 3 épisodes chaque semaine. L'attente, la culture de l'attente. C'est ce que Amazon fait de plus en plus. C'est ce que Disney a fait avec WandaVision, on a eu du succès. Et ça marche bien. Et on en parle beaucoup plus longtemps. Plutôt que de dire le feu Arcane, c'est au bout de 3 jours. Alors, par contre, quand c'est pas bon, tu peux faire ce que tu veux en matière de diffusion. Il y a une binge-watch pendant genre 2 jours. Il y a une série qui est sortie vendredi qui s'appelle Hellbound, la série sud-coréenne. J'ai vu un tweet vraiment vendredi soir dire c'est bon, j'ai fini Hellbound. Tu fais déjà, il y en aura plus en très bien. Et je pense qu'en fait, on va peut-être revenir à un mode de diffusion beaucoup plus morcelé. Donc ce qui se faisait avant à la télé, quoi. Et peut-être que ça va bénéficier aux séries. Puis le lore Riot, je te dis, avec tout ce qu'ils préparent, là, il y a 2 jours, ils ont parlé du jeu de combat, il y a le mémo, tout ça. Il y a 2 jeux qui sont sortis aussi. Et voilà, donc ils préparent vraiment. C'est un peu le festival d'Arcane, quoi. Oh oui. Et bon. Je vous laisse là-dessus. C'est tout pour moi. J'ai fait mon article sur le grand pop et j'ai pas eu cette idée. Tu peux modifier. T'as le code source. Supprime, modifie. J'en ai fait quelques-unes. J'étais pas mécontent de quelques-uns de mes jeux de mots encore. Qu'est-ce que je voulais dire? Et moi, l'angle de mon article, c'était aussi de se dire, est-ce que Riot n'a pas enfin trouvé la recette de comment adapter un jeu vidéo? C'est-à-dire, on n'essaie pas de faire du fan service, on essaie de vraiment raconter juste quelque chose, d'élargir l'univers. C'est beaucoup de liberté. Et oui, mais ils adaptent League of Legends, il n'y a pas de scénar vraiment dans League of Legends. Donc c'était très facile. Il y a un peu de lore, il y a du lore. Il y a un lore, mais en fait, il n'y a que les personnages et ils peuvent créer ce qu'ils veulent autour. Tu vois, il y a l'univers, mais il n'y a pas de scénar, c'est pas Mario, que je salue encore une fois, comme le numéro 1. Donc, puis à la volonté, moi par exemple, je suis pas un joueur de LoL. J'ai essayé de mettre pendant le confinement, je trouvais ça complexe. En plus, le chat, on n'est pas là pour parler de jeux vidéo, mais le chat en soi était assez toxique. Donc je me suis dit, ok, laisse tomber. Moi, ma peur, c'était est-ce que je vais mater Arcane? Est-ce qu'il faut que j'ai une expérience de LoL? Et tout le monde m'a dit pas du tout. Non, c'est vrai. Et en vrai, par contre, vraiment, même moi qui ne suis pas joueur de LoL, quand tu vois les points de l'Atlas, la façon dont ils sont annoncés, je me dis, en fait, je serais joueur de LoL, je serais en les points de l'Atlas. Je me suis mis 2-3 mois avant. C'était parfait. J'étais là en mode, je serais fan du jeu, je serais encore. Moi, j'étais déjà fou. Parce que j'adore je suis un enfant, moi, tu m'annonces des trucs comme ça, les points de l'Atlas, je suis client. Mais je me dis, je suis joueur de LoL à fond et tout sur les champions, alors là, laisse tomber, quoi. Non, c'est bien fait. Il y a pas, voilà. Qu'est-ce qu'ils sont beaux les personnages. Mais c'est très. On a beaucoup parlé des décors quand on a reçu Arnaud la semaine dernière, mais chaque fois, moi, je fais pause. Les expressions visage. Apparemment, il y a une collab avec Fenty, notamment pour les costumes ou ce genre de choses. Donc Fenty, c'est la marque de Rihanna. D'accord. Je sais pas à quel niveau cette collaboration a fonctionné, mais si tu rajoutes Netflix dans l'équation, ça va exploser le truc. Ouais, non, voilà. Donc fort les mecs. C'est une réussite. C'est très beau. On dirait des artworks. Ça fait penser à Dishonored. Alors Arcane, voilà, il y a un truc avec Arcane. Voilà.
C'est un studio de jeux vidéo français, Dishonored, français aussi. qui est français aussi. Tu sais, le côté peint, on a l'impression qu'ils sont animés et pas en même temps. Je me dis, mais on dirait La musique Dishonored. aussi, la musique. Ah oui, la musique est incroyable. Très Billie Eilish, je disais des fois. Imagine Dragons aussi. Et dedans, surtout, C'est le générique. je trouve que l'animation, celle qui fonctionne en tout cas, avec les réussites de Pixar et de Disney et tout ça, il y a un peu un conformisme. Souvent, on a des personnages quasi humanoïdes avec des grands yeux ou des animaux anthropomorphes avec des grands yeux. Alors tout ce qui est vice-versa, tout ce qui est Zootopia, tout ce qui est, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une recette, là encore une fois, qui a été imaginée. Et maintenant, plus personne veut trop aller faire des tentatives de trucs complètement barrés. Sauf peut-être un peu le Japon et la France, justement. Et là, je suis content de voir une tentative de parti pris, autant scénaristique que graphique, et que tout le monde le plébiscite. Ça montre que voilà, on peut faire des prises de risques, et quand c'est fait avec intelligence, ça fonctionne. Exactement. Chapeau. Donc, ok. Voilà, j'aime bien m'écouter parler, on dirait. Je vais te laisser, du coup, il n'y a pas de souci. T'as pas crayon pour que je note ce que t'as dit là. Prenez des notes. Excellent. Sinon, bref, Max, c'est tombé aujourd'hui. Une date de sortie pour un film très attendu. Ouais, d'ailleurs, non pas un film, mais deux films très attendus. Ce sont deux. C'est un blockbuster français, parce qu'on il y en a quand même quelques-uns. Donc, c'est le diptyque Les Trois Mousquetaires, qui est en cours de tournage sous la direction de Martin Bourboulon, qui a réalisé les deux films Papa ou Maman et également Eiffel, qui est encore en salle. Donc il y aura un film qui s'appellera D'Artagnan, l'autre film qui s'appellera Milady. Donc on a enfin les dates de sortie. Ce sera pas tout de suite, ce sera le 5 avril pour le D'Artagnan et le 13 décembre 2023. Donc les deux, c'est 2023. 2023. La même année, c'est bien ça. Ouais. Oui, comme Matrix 2, 3. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, le côté des fois, tu laisses passer un an, c'est un peu compliqué. Là, au moins, tu sais que si le premier est réussi, t'auras entre guillemets que 6 mois à attendre pour aller voir le deuxième, ce qui fait que ça lui laisse le temps aussi d'être vu en VOD, d'être vu en vidéo, donc ça peut être plutôt bien. Petite question juste pour Eiffel, ça a l'air pas de trop marcher. C'est comment 1,5 million, ouais. 1,5 million. Ouais, on sait pas exactement combien il fallait par rapport à son budget, mais globalement ça va, surtout dans le contexte actuel. Donc, okay. Et en sachant que je disais gros film au pluriel. Avec comme un énorme casting, je vous donne que quelques noms. Casting qui est XXL, c'est les Expendables. En fait, c'est ceux qui ne sont pas dans Astérix de Guillaume Canet sont dans les Trois Mousquetaires. C'est qui veut faire un film, il n'y a plus rien. À part Vincent Cassel qui lui sera dans les deux, puisqu'il jouera Athos dans les Trois Mousquetaires, aux côtés de François Civil en D'Artagnan, qui on appelle dans le jargon une évidence. C'était quand même assez énorme. Et même Cassel en Athos, je trouve que c'est très très bien comme quoi. On aura Romain Duris qui justement est dans Eiffel actuellement, qui jouera Aramis. Pio Marmaille jouera Porthos. On aura Eva Green dans le rôle de Milady, ça encore c'est une évidence, et on aura également Louis Garrel dans le rôle de Louis XIII. Franchement, c'est un casting. C'est 5. En fait, c'est un casting à la fois clinquant et en même temps, les acteurs sont bien choisis. C'est pas juste des pseudo-stars où tu te dis on va les mettre pour Coudry qui joue Constance aussi. Exactement. Et on sait qui c'est qui fait Richelieu. Oui, alors Richelieu, c'est un monsieur qui s'appelle Éric Ruff qui est membre de la Comédie Française. Donc vous l'avez déjà vu quelque part. Il a vraiment un visage assez marqué, vraiment un gros timbre de voix. En fait, on l'aperçoit sur la première photo qu'on a vue tout à l'heure, mais de dos. J'espère que tout le film ne sera pas de dos. Mais après, en fait, là, je vous ai cité vraiment les acteurs les plus connus. Il y en a plein d'autres. Mais ouais, il y a un gros casting, une actrice qui s'appelle Vicky Krieps, qui jouait notamment dans Hold de Shyamalan, qui aura un rôle dedans aussi. Donc, non, ça s'annonce très, très, très ambitieux. Et on espère que ça aura le même genre de succès à son échelle que Arcane. Et même au-delà de ça, c'est quand même une histoire. Enfin, je veux dire, en Angleterre, ils ont Robin des Bois, ils ont Ivanhoe, il y a des trucs comme ça. Et puis c'est des trucs qu'ils refont assez régulièrement aussi. Et les adaptations des Trois Mousquetaires ont besoin d'avoir quelque chose d'un petit peu musclé. Un peu musclé, non mais moderne. Et c'est un moderne, peu ce qu'on disait quand on recevait l'équipe de Germinal, c'est que c'est des trucs qui peuvent faire aussi écho à aujourd'hui et qui peuvent avoir une vraie pertinence, une vraie modernité. Donc c'est hyper cool. On a vraiment hâte surtout de voir le quatuor ensemble. C'est un peu l'équivalent français de Brad Pitt, Matt Damon et George Clooney. Je me disais, tu prends l'affiche là qu'on a vue il y a 2 secondes, t'enlèves les visages et les noms, tu gardes juste que l'affiche, ça fait hyper hollywoodien de base déjà. Il y a une volonté. Voilà, une volonté. C'est cool. Ce qui était marrant, c'est que quand il était venu à Cannes pour présenter Bac Nord, donc en fait il y avait François Civil avec ses cheveux longs et sa petite moustache, et on savait qu'il tournait le film, et tu fais oh là, le D'Artagnan, il est clairement là. Il était en costard, c'était quand même différent, mais tu voyais que ça marchait. Donc voilà, il faudra attendre 2023. Tu rappelles les dates, s'il te plaît? Donc c'est le 5 avril pour le premier épisode qui s'appellera D'Artagnan, et ensuite le 13 décembre 2023, sachant que le film se tourne et qu'il continuera de se tourner en 2022. Donc on espère qu'on verra peut-être un teaser très bien. Début 2022, ou peut-être à un an pile de la sortie du premier film.
Pas ça. À Cannes, ils peuvent montrer des affiches en fait pour le marché international pour vendre le film. Peut-être un teaser aussi, mais par contre, si le film sort le 5 avril le premier et l'autre le 13 décembre, a priori, aucun des deux ne sera à Cannes. Oui, évidemment. Vu les dates. Oui, parce que un pour tous, tous pour un, la devise des mousquetaires, c'est un peu l'Avenger ensemble de la génération en avant, quoi. Exactement. Qui n'est pas encore avant, mais qui n'est pas dans le livre en plus. Oui, c'est là que c'est drôle. Voilà. En plus. Alors que sur le chat, on nous demande qui joue Albert, le 5e mousquetaire. Mais on ne répondra ce pas. sera Gérard Depardieu, mais je ne voulais pas le dire. Ou Andrew Garfield, mais il ne le dira pas. Il ne le dira pas non plus. Andrew Depardieu. Ou Scarlett Johansson. Avec une série. Du coup, c'est ça. Écoutez, on a fait le tour des news, donc merci beaucoup Max. On enchaîne tout de suite avec les coups de projo. Oh là, merde. Coup de projo, et je vais libérer la haine, sel, la haine. contenu dans cet homme. On l'appelle J'ai plus d'eau, dommage. Je te fais le générique. Il vient de Guérande avec son pur gros sel. Ouais, les amis, ce week-end, j'étais en mission presque humanitaire en vrai. Alors, merci avant de te lancer, oui. Je rappelle que le coup de projo est normalement destiné à mettre en avant quelque chose qui t'a interpellé. Oui. Et tu as été interpellé. Ouais. Et je vois que dans le chat, depuis tout à l'heure, ça parle de ça et ça va aller dans ton sens. Donc je pense que tu vas aller complètement dans le sens du courant. Ouais. Puisque tu vas nous parler de ton désamour absolu pour Cowboy Bebop, la série live action. Ouais, je le disais, ce week-end, j'étais en mission humanitaire, je me suis dit. Le Cowboy Bebop, souvenez-vous, 98, on est champion du monde, mais il y a également un animé formidable, donc Cowboy Bebop qui arrive, et qui est juste formidable. C'est l'histoire, évidemment, de trois chasseurs de primes. Hein. Donc, on a Jet Black qui est du coup à gauche. Pour l'instant, ne vous concentrez pas sur l'image du haut, concentrez-vous sur l'image du bas. Spike et Faye... pour moi, mais bon, c'est pas grave. Et Faye... Alors, en haut à gauche, vous regardez pas. Vous regardez juste tout le reste. Vous pouvez regarder Menrose si vous voulez. Et donc, Faye, Valentine, du coup, qui sont des chasseurs de primes, qui galèrent un petit peu. Ils sont sur un vaisseau, le Bebop. Ils ont un petit peu de mal à joindre les deux bouts. Et il s'avère que chacun d'entre eux a une histoire, un parcours, un passif, un passé assez lourd, notamment celui de Spike, qui autrefois faisait partie de la mafia. Et tout ça va se développer sur 26 épisodes. C'est un animé qui est hyper important à tous les niveaux. Culte, déjà au niveau de la musique, des références pour la pop culture. Il y a un peu de références aux jeux vidéo, tout ça, etc. C'est formidable. Je me dis, la série live action Netflix arrive. J'avais vu les premières images, je me dis le casting, ça va. Le premier trailer, je me dis ça va déjà moins parce qu'il y a ces mollassons sur les scènes d'action, etc. J'ai très peur et je me dis avant de m'infliger ça ou de me régaler, mate-toi l'animé. J'ai bien fait. Non, t'as pas bien fait. Tu m'as dit oui, mais si, fait. parce que j'ai payé dans le comparo tout de suite. Parce que moi, Cowboy Bebop 98, bon, je l'avais regardé bien plus tard, j'ai pas un souvenir non plus détaillé, impérissable. Donc je me fais l'animé et je lance le live action. Première erreur, on veut faire le même générique. Il y a des moments, les plans de course de Spike, avec évidemment, du coup, John Cho qui joue Spike Eagle, c'est pas la même. Les mouvements trop lents, ça pas du tout. Et les premières répliques, c'est pas bon, c'est mou du genou. Alors, faut savoir que Cowboy Bebop, c'est un animé qui se concentre beaucoup sur deux rythmes en soi. C'est-à-dire un rythme très lent, très mou, un peu western, sur les dialogues entre les personnages, parce qu'il y a l'idée de vouloir montrer un petit peu leur réaction par rapport aux propos dits, leur mental, etc., leurs émotions, et un rythme assez rapide, assez nerveux sur les scènes de gunfight, que ce soit dans l'espace, que ce soit sur Terre, que ce soit entre personnes humaines, que ce soit les scènes de combat, parce qu'il y a quand même des scènes de kung-fu, Spike nous lâche quelques petits coups de pied sautés absolument remarquables. Là, tu te dis, faut pas se gourer là-dessus, parce que au final, tout le reste peut être pardonnable, mais ça, c'est ce qui fait le sel de Cowboy Bebop. Ça ne va pas du tout. C'est une cata, les gars. C'est une cata. Le premier combat, on a l'impression que c'est une réale à l'ancienne. C'est-à-dire, regarde, j'ai un couteau. Regarde le couteau, premier plan. J'ai un couteau, hop. Regarde, coup de coude. C'est Sankukai. On te détaille tout. On n'a pas besoin qu'on nous détaille tout. C'est mou du genou, ça fait fake. Alors pourtant, il y a quand même des bonnes choses. C'est-à-dire que le Swordfish, l'espèce de vaisseau particulier qu'a Spike, est plutôt bien reproduit. Et la musique, il y a toujours le ton, c'est toujours le même. C'est toujours la même. C'est la même. C'est le bon point. C'est la même, c'est le bon point. En vrai, le casting, à part Faye, moi je suis pas forcément fan de Daniela Pineda dans le rôle de Faye Valentine. En plus, son rôle est très très mal écrit dans la série. Mais Spike, ça va. Jet Black, c'est peut-être le personnage le plus intéressant dans la série Netflix parce que il y a des prises de liberté qui ont été faites. Évidemment, on a du mal à reproduire l'animé à 100%. Mais les mecs, il y a 10 épisodes, j'ai souffert 8, quoi. J'ai souffert mes grands morts pendant 8 épisodes. Les deux derniers,
Aucun spoil de ma part. Il y a une prise de liberté par rapport au scénario original de l'animé, qui plaira ou qui plaira pas, qui du coup permet évidemment une saison 2. D'ailleurs, la fin de la saison 1 est plutôt bien amenée de la part de Netflix en termes de petit clin d'œil, hop là, on vous balance ça et rendez-vous dans quelques mois. Je sais pas si je serai au rendez-vous de cette saison 2 par contre, mais ouais, enfin, franchement, tu dis Menro que j'ai pas bien fait de regarder l'animé avant, mais si, parce que j'ai pu voir tous les défauts criants de ça. Problème de rythme. Problème d'écriture de certains personnages, les dialogues il y a des punchlines, il y a des phrases importantes, il y a des dialogues même un peu iconiques dans Cowboy Bebop. Là, il y a rien, c'est mou. Il y a des épisodes, je les ai déjà oubliés. Après, voilà, on retrouve des méchants, on retrouve des épisodes quasiment calqués, évidemment, mot pour mot, du mieux possible, scène par scène par rapport à l'anime. Voilà, même cette séquence où il est en train de s'entraîner. Tu vois les scènes où Spike s'entraîne, il y a beaucoup plus de dynamisme. Alors les gens vont me dire, t'es dur, c'est compliqué de reproduire. Ne le faites pas alors. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir reproduire ce qui fait le sel du dynamisme de l'animé, ne le faites pas. Moi, c'est ce qui me pose problème avec Netflix en ce moment, c'est que il y a beaucoup d'adaptations, c'est vrai, mais il y a des choses qui sont difficilement adaptables. Cowboy Bebop, c'est dangereux. C'est dangereux à tous les niveaux parce que c'est une colorimétrie, il y a du charisme dedans, il y a un rythme, il y a un ton, et ce ton-là, tu le retrouves jamais. Alors, tu sens que les acteurs font du mieux qu'ils peuvent. C'est pas forcément eux le problème. C'est l'écriture générale. Et honnêtement, au bout de l'épisode 3, je suis professionnel, hein. Je savais que j'allais vous pousser pour refaire un coup de projet dans l'émission. Mais au bout du 3e épisode, j'avais vraiment envie de give up, hein. J'étais en mode, je laisse tomber. Vraiment. Je suis allé au bout. Et je vous dis, sur les 10 épisodes, vraiment, j'ai versé des larmes de sang de partout. Du nez, des oreilles, des yeux. Sur 1 sur 10, tu mets quoi? C'est un bon 2, hein. Bon 2, 2,5. C'est bien alors. C'est pas mal alors. Ouais, et encore. Un 2 généreux. Un 2 pour la musique. Je te dis, en fait, tu regardes, t'as 2-3 plans visuellement. Moi, j'ai pas vu et j'étais fan de la série. Non, mais c'est beau, c'est pas dégueulasse en soi, mais bien joué, c'est beau. Il y a quand même un côté factice tout le temps. Il y a un côté, t'es dans du carton-pâte. Impression, ouais. Exactement. Et John Cho, on dirait qu'il est en cosplay de Spike. Oui, c'est vrai. Ce qu'on disait tout à l'heure avec nos deux acteurs, c'est qu'ils n'ont pas la ressemblance tout à fait physique. Ils incarnent le truc. Dans Arcane, chaque personnage a une épaisseur, on comprend ses motivations. Là, il met le costume et voilà. Toi, t'as vu. J'ai commencé le pilote, je me suis endormi, je me suis forcé à le remettre. Et j'ai vomi mentalement plusieurs fois, et là j'ai arrêté. D'accord. Voilà. Okay. Non, je suis allé au bout. Je te dis un petit 2 parce que il y a des bonnes idées. Voilà. Le casting par rapport à ce qu'est l'animé et ce qui était possible de faire, je pense, est OK. Maintenant, comme l'a très bien dit Menro, ça fait factice par moment, ça fait hyper vide. Tu sens que tu tournes vraiment en studio et pas ailleurs, et tu le ressens. Et quand tu le ressens, c'est chiant. Et puis surtout, les dialogues, pas fous. L'interaction entre Jet et Spike. Tout fait forcé, je trouve. Voilà, tout fait forcé. Ah oui, j'ai oublié. Mais le plus important, on a fait une émission, souvenez-vous, dessus, les gars, sur les méchants. Les méchants. Qu'est-ce qui fait le sel d'un film, d'une série? Les méchants. Vicious, c'est excusez-moi l'expression, putain de méchant dans Cowboy Bebop. Là, ça a raté. Il est raté. Les plus ratés la que j'ai pu La lire. perruque, elle est visible à 10 km. L'acteur, pas bon. C'est mal écrit. Voilà, l'écriture, la réécriture du personnage qu'on lui fait faire, c'est nul. Bref. Cowboy Bebop, le live action, je ne saurais trop vous le déconseiller, les amis, je suis désolé. Voilà, d'habitude, dans le coup de projet, on dit des fois ce qu'il faut regarder, ce qu'il ne faut pas voir. Si vous ne l'avez pas encore vu, ne vous forcez pas, foncez sur l'animé, ce sera bien mieux, 26 épisodes, vous allez vous régaler. Et ils sont aussi disponibles sur Netflix. Tout à fait. Johan, de ton côté... un livre autre chose. C'est ce qu'il a dit. Sortez-le. Un livre qui s'appelle, je ne sais pas si on le verra avec mes petits post-it, Comment survivre dans un film d'horreur. C'est vrai. Donc c'est écrit par Seth Graham Smith, qui est un monsieur qui écrit de manière toujours décalée, qui avait fait Orgueil, Préjugés et Zombies et Abraham Lincoln, Chasseur de vampires, pas les films, les romans. Une préface très sympa de Wes Craven. Mais parce que comment survivre dans un film de zombies, un peu, c'est les règles qu'il y a au début de Zombieland, quoi. C'est un peu ça, et lui en fait c'est plutôt une espèce d'analyse du genre horrifique. C'est l'horreur au global. Voilà, horreur au global, et en fait il part du principe, il te met plein d'espèces de tests pour te dire, alors vous vous demandez si vous êtes dans un film d'horreur, posez-vous les questions suivantes, s'il s'avère que oui, s'il y a des zombies, voilà ce que vous devez faire, et c'est écrit de manière très décalée. C'est comme dans Scream 2, quand le mec il dit, surtout ne dites pas, je reviens tout de suite. Ouais. Exactement. Tout à fait. Par exemple, si vous ou l'un de vos amis éprouvez le besoin irrépressible de faire l'une des choses suivantes, vous êtes dans un film d'horreur. Déterrer un cercueil pour vérifier que quelqu'un est mort.
harasser un clochard ou un enfant atteint de handicap mental. Jouer avec une planche de Ouija ou lire un vieux bouquin poussiéreux, avoir une relation sexuelle dans la maison où un gars a tué sa famille, Ça oui. se graver un crucifix sur le visage avec un tournevis rouillé. Par exemple, donc voilà, ça Après, montre un peu le. généralement, on fait pas ça. Mais dans les films d'horreur, Voilà, il faut mettre. exactement. Ouais, je sais. Là, dans les bon, c'est un peu moins. Les films d'horreur, ils se séparent surtout, mec. Ouais, c'est pas. Les endroits où il faut jamais aller quoi qu'il se passe. 1. Les pièces éclairées avec une seule ampoule. Eh oui, et qui crépite. Voilà. Qui- 2. Les pièces non éclairées. Ouais. 3. Tous les cimetières qui ne sont pas l'Arlington National Cemetery, c'est-à-dire là où il y a les vétérans de la guerre. Ouais. Les colonies de vacances où le taux annuel de meurtre dépasse les 10%. Ouais, à côté dans l'axe. Ouais. Voilà. Le Maine, voilà, la région du Maine, vers Stephen King. Le C'est vieux quelque chose, ne jamais y aller. Les hôtels ou motels n'appartenant pas à une chaîne internationale. Ne jamais aller en haut. Ne jamais aller en bas à la cave. Et n'importe quelle cabane dans les bois, n'importe où, à la surface de la Terre. Voilà. Donc il y a plein d'espèces de. Et la saison 1 de Comedy Bob sur Et la Netflix. saison- Voilà. Ouais, Apparemment, là, c'est pire. Ça peut paraître voilà, un peu anecdotique, mais je pense qu'on arrive bientôt à Noël. Si vous voulez offrir un c'est cadeau c'est sympa rigolo. à des potes qui aiment le film d'horreur, voilà, moi je le dis dans le métro et ça me fait marrer. À chaque fois, je lui dis ah oui, ça c'est bien vu, machin, etc. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est des trucs à pas laisser dans une chambre d'enfant. Toute par exemple. représentation d'un clown, qu'il s'en peluche, pas ou autre. C'est marrant, Du coup, c'est marrant. c'est comment? C'est comme une sorte de guide ou c'est vraiment rédigé Non, c'est livre, vraiment livre un guide avec plutôt des pages un peu thématiques. Tu peux voilà. feuilleter, montrer quelques Des fois, des quiz, quelques des- trucs, Genius Des illustrations, des voilà. Ah, là, il a corné une page. Oui, j'ai corné un peu, ouais. Mais c'est souvent sous forme d'un peu de bullet point, de règles du jeu, de machin, etc. Et surtout, il y a un ton très à la fois fan du genre et à la fois se moquer un peu du genre. Donc c'est très sympa à lire. Ok. Voilà, donc ça s'appelle comment non, ça s'appelle Comment survivre dans un film d'horreur. Comment survivre dans un film d'horreur? C'était donc le coup de projo de Johan. Et maintenant, je me tourne vers toi, Max, puisque tu veux nous parler d'un film. En plus, on n'en a pas parlé dans l'émission du tout. Ah bah ça tombe bien. Qui s'appelle Tic Tic Boom. Exactement, qui est un film disponible sur Netflix depuis la semaine dernière, en même temps que Cowboy Bebop. Et c'est un film dans lequel il y a un acteur dont on a parlé tout à l'heure, qui serait peut-être dans le nouveau Spider-Man, c'est Andrew Garfield, qui forcément a fait l'actu avec ce film-là, donc a forcément fait de la promo, et il a reçu plein de questions sur Spider-Man. Mais donc le principal, c'est donc Tic Tic Boom, un film que j'ai vraiment adoré, qui est le premier long métrage réalisé par Lin-Manuel Miranda, qui est un peu la star actuelle de la comédie musicale, la nouvelle coqueluche de Disney, et qui sort quand même d'une année 2021 qu'on va qualifier de pas dégueulasse du tout, puisqu'il a d'abord été nommé au Golden Globe grâce à la captation de Hamilton, qui est vraiment sa grande comédie musicale en fait sur l'un des pères fondateurs des États-Unis. Okay. En fait, c'est un tel phénomène qu'on retrouve très souvent dans les comédies aux États-Unis, en fait, des blagues sur le fait que ça coûte cher d'avoir des places, ou alors faut attendre 2 ans et demi. Voilà, Hamilton donc, a été nommé au Golden Globe. Ensuite, on l'a vu dans l'adaptation ciné de sa comédie musicale In the Heights. C'était un film qui s'appelait D'où l'on vient, qui est sorti cet été. Donc, il avait écrit la comédie musicale. Il jouait dans l'adaptation au cinéma. Il y a ensuite un film d'animation qui s'appelle Vivo sur Netflix. Donc, il était compositeur, il était auteur de l'idée originale et c'était l'une des voix. C'est pas ce qu'il a fait de mieux cette année. C'était un peu décevant le film d'animation. Animation toujours demain, il sera dans Encanto, le nouveau Disney, donc il a composé les chansons et coécrit l'histoire. Et donc là, depuis quelques jours, donc, Netflix a mis en ligne sa première réalisation qui s'appelle Tic Tic Boom, et c'est un film dans lequel il n'est entre guillemets que réalisateur, puisque le scénario a été écrit par quelqu'un d'autre. Et surtout, les chansons, puisque c'est une comédie musicale en fait, ne sont pas de lui, puisqu'il adapte un spectacle qui est décrit comme un monologue rock d'un monsieur qui s'appelle Jonathan Larson, donc qui est joué ici par Andrew Garfield, qui est le futur créateur de la comédie musicale Rent, que vous connaissez peut-être, en fait, qui, c'est ce qu'on nous dit à la fin, dans les années 90, a révolutionné la comédie musicale aux États-Unis, notamment dans la façon de la faire, dans les sujets dont on pouvait parler, parce que ça parle quand même de toxicomanie, du sida, de pauvreté, donc voilà, c'est des choses qui ne se faisaient pas avant. On comprend par extension que donc, ça a été l'un des modèles de Lin-Manuel Miranda, et que forcément, ce qu'il a fait aujourd'hui, il ne l'aurait sans doute pas fait s'il n'y avait pas eu ce monsieur Jonathan Larson, donc qui avait fait un spectacle au début des années 90 qui était un peu entre le stand-up et la comédie musicale, dans lequel il racontait un petit peu sa vie, ses angoisses, ses difficultés, ses angoisses par rapport à la création aussi en général. Et du coup, ça fait un film en fait qui joue sur plusieurs tableaux. Donc on a à la fois des passages scéniques et à la fois des passages dans sa vie qui se mélangent très bien. Et c'est même l'une des grosses surprises que j'ai dans ce film-là, c'est qu'on découvre que Lin-Manuel Miranda est un cinéaste plutôt bon. Ce qui n'était pas gagné sur le papier. Le mec n'avait jamais réalisé. Tu te dis là qu'il compose, il met en scène sur les planches, mais en tant que cinéaste, il est quand même très bon. Et vraiment, c'est un film que j'ai adoré. C'est un film que j'attendais beaucoup parce que pour différentes choses.
Et en fait, c'est un film que tu sens qui est un peu autobiographique parce que tu sens que Miranda a mis un petit peu de lui-même, mais en même temps, c'est très universel parce que ça parle un petit peu des années 90, que c'est là que se passe le film. Ça parle de l'approche de la trentaine, de ce moment où tu remets un peu tout en question, savoir est-ce que tu es sur la bonne voie, est-ce que tu as fait les bons choix, est-ce que tu dois poursuivre dans la voie dans laquelle tu es. Ça parle aussi de la création, est-ce que tu dois t'acharner sur ce que tu fais alors que ça ne marche pas en te disant ça marchera peut-être un jour. Des trucs comme ça en fait qui nous parleront d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vraiment un film qui est puissant, qui est énergique et qui non plus n'a pas peur d'aller à fond dans ces espèces de grands élans dramatiques. Donc voilà, c'est un film très entier, donc je pense que les gens ne peuvent ne pas aimer à cause de ça. Mais vraiment, donc c'est un film que je recommande, qui nous chope dès la première scène musicale, donc portée par Andrew Garfield, parce que Andrew Garfield, enfin, c'est un acteur que j'aime beaucoup, déjà de base, mais je le trouve exceptionnel dans ce film-là. Vraiment, de toute façon, la comédie musicale, je trouve que c'est un genre qui est tellement entier, parce que voilà, il y a à la fois du jeu d'acteur et du jeu de chant, de danse, parfois que si tu livres une grande prestation, en général, c'est quelque chose quand même qui est assez mémorable. Et là, vraiment, il m'a bluffé dans le rôle. Pour moi, c'est l'un de ses meilleurs rôles. Je ne serais pas étonné qu'il soit nommé aux Oscars, voire qu'il soit récompensé, mais après, on est encore un peu loin. Donc, je vous recommande énormément Tic Tic Boom, qui est donc en ligne sur Netflix depuis un peu moins d'une semaine, qui dure un peu moins de 2 heures. C'est bien aussi pour un film Netflix. Et c'est vraiment un film qui me reste en tête, les musiques, des images aussi, plein de choses, et même dans ce que ça raconte. J'ai vu ton tweet. J'ai vraiment envie de le voir. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a vu. Non, moi je le regarde dans la semaine. Ouais, moi aussi. C'est super. Tic Tic Boom, donc, dont tu parles avec beaucoup d'émotion. Qui est le nom du spectacle de Jonathan Larson, en fait, sur lequel le film est basé. Pas la même émotion que moi, du coup. Moi, j'ai eu envie de taper personne. Netflix. Le bon choix, le mauvais choix du week-end. J'étais prêt à regarder Cowboy Bebop, il m'a changé. Tu regarderas la nuit, tu regarderas ce film. Voilà, ça tu te régaleras. Tic Tic Boom, à découvrir sur Netflix. Merci beaucoup à vous tous. C'est parti pour le journal des sorties, ça sort. Le journal des sorties, je me tourne vers toi, Johan, puisque évidemment, donc, hors catégorie déjà. Hors catégorie suprême, évidemment. Parce que c'est nul. Parce que c'est très bien. C'est bon. Un truc que j'ai oublié de leur dire tout à l'heure, mais moi, ça arrive rarement. On parle des films longs. En fait, c'est un film, tu ne veux pas qu'il s'arrête. Et ça, c'est assez rare. Alors, tu te dis, j'aurais bien aimé que ça continue quand même. 1h50. De 1h50, voilà. Et moi, j'aurais voulu que ça continue encore. Ouais. Donc souvent c'est la marque des très bons films. Faut dire à Audrey qu'il faut faire un Marvel, 2h40. Exactement. Donc suprême hors catégorie, mais allez le voir. Franchement, c'est très bien et ils en ont très bien parlé tout à l'heure. Sinon au cinéma. Au cinéma, il y a beaucoup de choses à vous recommander. Les distributeurs ont pété un câble. Il y a vraiment des films importants. Alors que c'est pas les vacances bientôt, donc. Exactement. Le premier, c'est L'événement de Audrey Diwan, qui est donc la co-scénariste de Bac Nord, qui adapte le roman d'Annie Ernaux, avec ce film qui parle d'un avortement clandestin en 1963 qui a remporté le Lion d'Or à Venise. On est donc dans une année où il y a eu Chloé Zhao Oscar, Julia Ducournau Cannes, Palme d'Or, et ici Audrey Diwan qui a eu le Lion d'Or, donc une grande année pour les réalisatrices. Audrey Estrugo en fait partie aussi. Et c'est un film vraiment, moi je ne l'ai pas encore vu, mais qui a mis une claque à tous les gens qui l'ont vu. La bande-annonce, c'est choc. Avec la bande-annonce, tu sais que voilà. ça va être intense. Moi, j'ai vu le film et c'est vrai que c'est sans être complaisant ou non, c'est vraiment, ça reste très frontal. Mais je sais pas, il y a une espèce d'équilibre parfait que tu trouves entre la colère un peu, parce que c'est comme un film qui te parle de la condition des femmes à cette époque-là où elles n'avaient pas le droit de faire ce qu'elles voulaient de leur corps, et en même temps, il y a beaucoup d'énergie aussi. C'est pas du misérabilisme, c'est pas de ça s'apesantit pas. C'est vraiment un truc que je trouve assez incroyable. Et là, tu en parlais de récompense. La jeune actrice, là, je pense qu'au César, on va la retrouver avec une récompense dans les mains. Je vois pas comment ça peut se passer autrement. Ça s'appelle L'événement. Et donc, c'est à voir en salle demain. En salle également, tu en as parlé. Non, pardon. Excuse-moi, je vais faire juste un le tour. Un petit tour. Est-ce que c'est un truc qui te parle particulièrement? Complètement. Ouais. Très chaud, j'attends depuis fin. Très chaud du côté de Genius, Nanix. Je suis curieux, donc oui. Curieux. Ouais. Alors moi, j'irais peut-être pas le revoir, parce que c'est comme un film qui te chope au trip quand même, mais c'est très très bien. Allez-y, vraiment. En tout cas. Ouais. Yohan, également au cinéma, tu en as parlé un petit peu, Encanto. Oui. La fantastique famille Madrigal, qui est donc le nouveau Disney, on pourrait dire Disney de Noël. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Disney vers fin novembre et qui sera en salle au mois de décembre. Dans le design, c'est vrai que ça fait un peu Pixar. Un peu Coco aussi. Un peu Coco aussi. Et donc ça nous emmène cette fois-ci en Colombie, au sein d'une maison qui a un petit peu qui fait apparaître des pouvoirs magiques chez les membres d'une famille, sauf une personne qui attend désespérément son pouvoir magique, et les circonstances
vont faire que ça va être peut-être cette personne qui va sauver la famille. Et c'est donc un film sur la famille avec beaucoup de séquences musicales signées Lin-Manuel Miranda, on en parlait, qui est un petit peu la nouvelle... Il bosse. Déjà, il bosse. Il avait fait notamment des chansons de Vaiana. C'est co-réalisateur. Il y a 3 réalisateurs, mais parmi les réalisateurs, il y a Byron Howard qui avait fait notamment Réponse et Zootopie, qui ne sont pas les plus mauvais Disney. C'est vrai. Qui font partie des Disney qui ont relancé la machine et qui ont modernisé tout ça. Donc moi, de mon côté, très curieux de voir ce que ça peut donner. Genius. Complètement chaud. Séduit. Moi, c'est ma cam, j'adore. Anix. Oui, avec le fiston. Évidemment, c'est la Libye. Voilà. Alors moi, il se trouve que je l'ai vu aussi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Ça ressemble parfois plus à une comédie musicale de Lin-Manuel Miranda qui aurait été animée par Disney. Mais c'est vraiment chouette. C'est bourré de trouvailles visuelles et sonores et tu sors un peu des codes classiques du Disney de Noël. J'aimerais t'enfermer des fois. Très bien. Bah non, parce que je pourrais pas te dire ce que j'ai pensé de Comme dans le Boy. Et dans 10 ans, je dirais j'ai tout vu. Parce que là, tous les films de la semaine, il les a vus. Je sais qu'il a tout vu. Toujours au cinéma, le retour de Ridley Scott. Et oui, Ridley Scott, qu'on avait laissé avec Le Dernier Duel, qui malheureusement n'a pas vraiment trouvé son public ni en France ni aux US. Il revient avec House of Gucci, un film d'assez longue durée qui donc... il y a amour, gloire et beauté, il y a vengeance, meurtre et pognon. C'est House of Gucci, un formidable casting. Lady Gaga, Jared Leto, qui ont fait des caisses, tu nous confirmes. Al Pacino, Jeremy Irons et Adam Driver, donc un casting tout sauf dégueulasse, qui ressemble un petit peu à un All-Star Game. Et qui va donc être plongé durant plusieurs années sur cette famille où un petit peu tous les coups sont permis, etc. etc. Est-ce qu'on a envie de le voir ou est-ce qu'on l'a vu peut-être pas encore vu. Je l'ai pas vu. Genius, t'as envie de voir ça? Très chaud, puis Ridley Scott. Donc doublement chaud, bien sûr. Casting de fou. J'y vais. Il sort quand? C'est demain, tu m'as dit? Il sort demain, tout ça sort demain. Bienvenue dans l'émission, Jenny. Non, mais j'étais pas sûr. Demain, la suprême. On se fait les deux. Nanix. Oui, parce que le casting est dingue et j'adorais Lady Gaga dans Star is Born. J'aime bien j'ai envie de continuer à la voir dans ce rôle d'actrice. Parce j'aime de plus en plus aussi. Let's go. Max, tu l'as vu? Ouais, je suis un peu déçu par le film en fait. Je trouve qu'il est. En fait, on te le vend comme une espèce de grande tragédie familiale et en fait pas tant que ça, le récit est un peu plus bancal et en fait c'est un film qui est très outrancier évidemment, les gens comme tu disais, Jared Leto qui ressemble à Jean-Claude Duss en plus en fait des caisses au moment où il arrive à l'écran. Moi j'aime pas Jared Leto. Tout le monde a des perruques, des accents italiens, c'est assez il y a quelque chose de très outrancier et en même temps je trouve que le film manque de folie et qu'il est un peu trop sage par rapport à ce qu'il a l'air de vouloir te vendre, donc un peu déçu de mon côté. Faites-vous un avis en allant le voir au cinéma, tout autre registre. Mais au cinéma également. C'est au cinéma également, la magie du cinéma, c'est ça. C'est Resident Evil, donc la nouvelle version, nouvelle adaptation, beaucoup plus fidèle si vous avez vu la bande-annonce. Alors, ça manque encore un peu de sous, j'ai l'impression, pour terminer certains effets, mais en tout cas extrêmement fidèle aux jeux vidéo, c'est-à-dire aux 2 premiers jeux vidéo et notamment la plongée dans le manoir, ce que le film de Paul Anderson avait complètement loupé. Là, vraiment, les plans sont repris quasiment à l'identique. Nouveau casting, donc il n'y a plus Mila Jovovich en super-héroïne dopé, je sais pas quoi. Ça parle vraiment de ce qu'était le jeu Resident Evil, même si on a le regret qu'on n'ait pas laissé George Romero faire ce film il y a de ça évidemment quelques années, tout à fait. Est-ce qu'on l'a vu? Est-ce qu'on a envie de le voir? Je sais que l'avant-première était au Rex là, il y a quelques jours. Putain, on n'a pas pu, complètement chaud, fan du jeu, et j'ai envie de voir depuis Resident Evil 1 qui était potable, enfin un vrai film Resident Evil. Il était potable. Le 2 était mieux. Acceptable. Le 3 de Russell Mulcahy, si on doit se faire la série des nanars. Donc très, très curieux de voir les références qu'il y a vraiment par rapport au jeu, donc très chaud. Nanix, pas vu des retours d'amis proches de nous. Qu'on a vu en tweet. Très 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 proches. Parler de nanar. Donc ça m'a un peu refroidi parce que j'espérais que ce film allait réparer beaucoup de choses. Et je vais le voir par acquis de conscience, je vais faire mon propre avis. Mais apparemment, les premiers retours sont pas excellents, quoi. Maxou. Moi j'ai vu, alors je trouve que, j'adore les jeux aussi, donc en fait je trouve que la première partie est quand même plutôt bien foutue, ce qui prend un peu le temps d'installer quelque chose. Et alors, évidemment, t'as donc le manoir, t'as le commissariat, ils essaient d'installer des choses. Tu retrouves un peu l'expérience du jeu aussi, c'est-à-dire qu'à un moment t'as un mec dans un parking qui entend un chien quelque part, et si t'as joué au jeu, tu connais ces trucs-là, te dire putain il est où. Et pareil, tu sens aussi la difficulté d'avoir 5 zombies face à toi avec 10 balles, et tu sais que tu vas pas t'en sortir. Ça tu le retrouves bien, et après la deuxième partie va un peu trop vite à mon goût. Et le fait de passer du manoir au commissariat, du coup, ça casse un peu la tension, et donc les personnages, du coup, ce qu'ils avaient commencé à développer, en fait, tu perds un peu dessus. Donc c'est bien mieux, évidemment, parce que déjà, c'est beaucoup plus fidèle, et en tant que fan, il y a des choses bien. Tu sens qu'il y a un vrai soin qui est apporté, c'est que je pense que le mec qui a réalisé ça aime la saga, ils vont en faire quelque chose de bien, mais ils vont un peu trop vite. Et par contre, il y a assez peu d'effets numériques, je pense qu'on n'a pas plus que dans la bande-annonce, donc ça, c'est une de mes craintes. Ça, c'est bien.
Et en fait, effectivement, ils sont pas très réussis, mais il y en a assez peu. C'est des vrais zombies. Après, le jeu original, même si là, avec les remakes, ils ont essayé de changer un petit peu, à l'origine, c'était déjà un peu une caricature. Mais en fait, oui, c'est ça, c'est que les Resident Evil, les jeux, ça reste des séries B et séries Z. Oui, c'est qu'en fait, ça sera pas Shining. C'est pas Silent Hill, oui, c'est complètement. C'est ça aussi, c'est qu'en fait, c'est que même en étant adapté de façon fidèle, bah, ça reste un peu de la série B, plutôt pas mal foutu, mais voilà, il y a ça aussi. Le problème, c'est que tu as eu des films mauvais avant. C'est ça le problème, en fait, en soi. Ah, mais même sans comparer, franchement, quand tu le prends là, en disant Oui, bien c'est une sûr. adaptation de Resident Evil, Aujourd'hui, ça va pas. Tu vas forcément être dans le comparo, dans une attente d'un truc hyper sérieux, alors que tu le disais, les jeux à l'époque étaient un peu parodiques. Parodiques. Bah, quand tu voyais l'introduction du premier jeu à l'époque de la PS, joué par des acteurs, je pense que c'est les pires acteurs du monde. Ouais. Ah, ça, c'était quelque chose. Hein. Je le fais bien. J'ai cru qu'il était là, je me suis dit, j'ai fermé les yeux, c'est incroyable. Sinon, en dehors du cinéma, il y a aussi des sorties sur les plateformes, et notamment sur Disney+. Disney+, et là tu vas être content, Hawkeye. Ça y est, la nouvelle série Marvel, on s'était dit, ça fait au moins 2 semaines qu'il y a eu un nouveau truc Marvel. Ça y est, c'est là, c'est demain. Les 2 premiers épisodes, et puis ensuite un épisode par semaine. Si vous avez vu les premières images, ils ont encore une nouvelle tonalité. C'est ça qui est intéressant avec leur série, c'est que chaque série a son propre ton. Et là, ça rappelle beaucoup Piège de cristal et le côté film d'action de Noël. Voilà, qui est vraiment un sous-genre très particulier du cinéma. Petit côté buddy movie, peut-être. Voilà, et un peu buddy movie, et donc avec Jeremy Renner et Hailey Steinfeld, et évidemment des connexions avec certains films, je n'en dirai pas plus. Mais si vous avez vu toutes les scènes coupées de tous les films sortis cette année, vous savez de quoi on parle. Est-ce qu'on a envie de regarder cette série ? Je suis pas la cible. Oh, pas du tout. Je vais regarder ça à 9h demain, évidemment, au moment du lancement. Non, mais de base, c'est pas un perso qui m'intéresse énormément, et le trailer, j'ai pas du tout aimé ce qui est montré et vendu pour l'instant par Disney+ sur cette série. Moi, ne me parle absolument pas. Ça, après, encore une fois, justement, c'est ça qui me donne envie d'y aller. Là, je me dis, c'est qu'à chaque fois, les séries nous surprennent par un angle et une tonalité particulière. Let's go. Mais pour l'instant, je suis pas du tout hypé par Hawkeye. Voilà. Max ? Moi, je suis assez chaud, comme toi, en fait, pour le côté série de Noël, ça m'a un peu surpris. Et en plus, ils s'adaptent une super BD sur Hawkeye, donc s'ils n'ont pas fait n'importe quoi avec, tu te dis, il y a peut-être un truc qui va marcher. Puis l'actrice, elle est. C'est une bonne actrice aussi. C'est une bonne actrice. Tu vois, donc, et comme ça se passe à Noël, c'est un peu du Hawkeye sur glace, quoi. En plus, ça se passe devant la patinoire de New York. Je vais la noter là. Mais qu'est-ce qui arrive à Yoann Sarné aujourd'hui, messieurs dames ? C'est Mickey Friday, il a pris. Sinon, en bref, toujours sur Disney+. Les Beatles. Aimez-vous les Beatles ? Les films de Peter Jackson. Peter Jackson s'est replongé dans 150 heures de rush pour raconter la création de l'album Let It Be, qui est donc le dernier album des Beatles, et en sort un documentaire qui nous fait replonger dans l'intimité du groupe et l'intimité de leur création, et sachant qu'il y a un mode de diffusion là aussi assez original, on parlait d'Arcane tout à l'heure, là ça va se passer sur Disney+, un épisode le vendredi, un épisode le samedi, un épisode dimanche. Donc c'est un documentaire en 3 parties, mais avec une partie par soir. Très bien. Ce qui évite de binge-watcher les Beatles, et c'est toujours mieux. Et oui, en plus, Peter Jackson avait travaillé avec son ancienne société, puisqu'il l'a vendue, d'effets spéciaux Weta, à tout un travail de réhabilitation d'images d'archives, notamment de la Première Guerre mondiale, exactement, etc. Tout à fait. Et du coup, on sent qu'il y a un travail aussi du même ordre pour les images d'archives des Beatles. Il y a des images inédites. Exactement. Qu'on va je pense qu'il a dû peut-être aussi recoloriser des trucs. Apparemment, non. Moi, je croyais aussi. Je pense qu'on a tous fait la même gamme. Oh non, en fait, j'ai un pote qui est très fan des Beatles. Il me dit non, moi, j'ai toujours vu des images couleur de ça. Je pense qu'il a juste restauré les images pour qu'elles soient de bonne qualité, mais en fait j'étais persuadé aussi que c'était colorisé. En fait non, ce sont des images qui étaient déjà en couleur. Sur Netflix, Ali Berry passe derrière la caméra pour un film qui s'appelle Meurtri, où elle joue une ancienne championne de MMA qui replonge au cœur du ring, et certaines rumeurs l'annoncent déjà nommée à l'Oscar de la meilleure actrice et à l'Oscar de la meilleure réalisatrice. Ah oui, ce qui serait un doublé assez inédit, je pense. Une réalisatrice-actrice nommée à l'Oscar, je crois que ça n'a jamais été fait. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air, elle a l'air fabuleuse dedans. Toujours sur Netflix. Lutin.
Je mets une série, je sais plus, qui nous vient des pays froids, donc je sais plus si c'est Norvège, Islande ou autre, mais en tout cas ça raconte, comme on le voit, des enfants qui vont dans une forêt où il y a des lutins sanguinaires. Est-ce que c'est dans le livre ça? Toi aussi, Il y a un glossaire lutin sanguinaire. Non, bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Netflix, également, on parlait animation tout à l'heure avec Arcane, il y a Green Snake. Je ne sais pas de quoi ça parle, je trouvais juste ce visuel très beau. C'est beau. Donc je voulais vous voilà, et sachez que c'est disponible sur Netflix dans la semaine. Il y aura également côté animation la deuxième et dernière partie des Maîtres de l'Univers. Révélation. Moi, j'avais adoré la première partie. Elle s'était pris aujourd'hui en plus. Hein. Elle s'était pris, je sais pas, tout dans la gueule parce que oh là là, mais non, enfin, elle est juste ultra intelligente. Et j'ai regardé quelques épisodes là, parce que c'est déjà dispo. Je suis moins fan que ce qu'il y avait dans le propos du premier arc. Mais c'est toujours aussi intéressant de voir le travail de Kevin Smith sur le sujet. Tout à fait. Et après, sur Prime, il y a la saison 3 de Anna. Donc évidemment, ça s'adresse aux gens qui ont vu les 2 premières saisons. On rappelle que c'est une série d'espionnage qui est tirée d'un film. Voilà, qui n'avait pas trop marché, mais donc la série marche. Je crois que c'est la saison finale. Et sur OCS, il y aura #Boomer, qui est donc une série française familiale, franco-belge, pardon, familiale, qui parle de relations entre les jeunes d'aujourd'hui branchés sur le digital et comment ils aident leurs parents à se mettre dans ce monde virtuel. Followez vos parents, likez vos parents. Followez vos enfants, likez vos parents. On aime cette tagline. Le slogan, il est incroyable. Merci pour le. Et pour terminer, en VOD, parce qu'on arrive à la date de sortie d'à peu près tous les gros succès de l'été. Oui. Vous pouvez regarder Kaamelott, déjà, premier volet. Vous pouvez regarder Fast 9. Vous pouvez regarder Old. Ou pas. Vous pouvez regarder Désigné coupable avec Tahar Rahim. Vous pouvez voir Annette, qui avait fait l'ouverture du Festival de Cannes. J'ai l'impression que je l'ai raté au cinéma. Vous pouvez voir Benedetta, sulfureux film de Paul Verhoeven. Et vous pouvez voir Titane, qui a remporté la Palme d'Or. On en parlait tout à l'heure. Dans la même émission, on aura parlé de Julia Ducournau, d'Audrey Diwan et d'Audrey Strugo. On est content. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Si tu dois en garder qu'un seul, Genius, là, de toute la sélection. Attends, de tout. Refais voir la Attends, alors, moi je triche. Meurtri, parce que j'ai mis la petite alarme. La petite alarme de Netflix. Tu l'as mis dans ta liste. Dans ma liste, exactement. Franchement, ça a l'air fabuleux. Nanix. Je me souviens pas de tout, mais ouais, Meurtri. Meurtri, de ton côté. Meurtri, ouais. Moi, c'est ou Get Back ou Anna. Voilà. Sur Get Back, évidemment, moi j'ai Get Back. Et moi, c'est surtout, j'ai rattrapé tous les films que j'ai ratés, comme Annette, Benedetta ou Titane. Je vais en profiter. Ils valent tous le coup en plus. Personne sur Lutin, je suis assez déçu. En vrai, moi j'aime bien. Il n'y aurait pas eu les Beatles. Lutin, c'est avec le bouquin, du coup. Exactement. Son bouquin. Il est 18h tout pile. On a un petit quart d'heure. Ça va être le moment de se lancer dans le quiz. Jingle. J'ai l'impression d'être Mbappé. On vous l'avait annoncé la semaine dernière, on n'avait pas pu le faire, on va le faire cette semaine. Un quiz un peu particulier, puisque DJ David, donc auteur de l'émission La Musique, a travaillé avec une intelligence artificielle. Ah, c'est celui-là, ok. Déjà, je pose des trucs. Tu vois. Déjà lui-même, si on c'est une intelligence artificielle. Avec une intelligence artificielle. Si on perd, on aura des raisons. Il va se dédouaner, ça m'énerve. Cette IA a tenté de reproduire des affiches de films grâce à la magie du machine learning. Ouais, ça va être chaud. Mais bon, c'est pas encore l'heure de Skynet, c'est pas très au point, et des fois, il a envie de refaire l'affiche un peu comme il veut, saleté de machine. On dirait un pitch du Burger Quiz. Ouais, exactement. Travail. Vous êtes Alain Chabat. Tu fais gagner un petit cruiser. Fais gagner une voiture. Sous le masque, comme ça, comme dans Scooby-Doo. Alors, on est parti, ça se joue au buzzer, évidemment. Donc, il y en aura 15. Un film. C'est des films, je veux des films. Donc, au pire, si on perd, c'est parce que c'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on doit avoir des affiches, c'est ça? C'est une vidéo qui va apparaître et en gros c'était plein d'images par image à chaque fois quand la machine proposait un truc et David les a recomposées pour en faire une vidéo. Fais voir ce que ça donne. Parce que là, ça donne ça. On va peut-être en avoir 2-3. Quel est ce film? Ah ouais. Oui, d'accord, c'est Philandre. Je vais enlever ma cam, je pense. Moi j'aurais dit pareil, ouais. Attends, c'est très abstrait. Visual Suspect?
Ce n'est pas Usual Suspect. C'est à nous. Ah non, je sais, Du coup, putain. c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. Ah bah, Bah oui, voilà, je l'ai retrouvé. moi. Oui, c'est ça. C'est ça. Pulp Fiction, ouais. Pulp Fiction. Ouais, 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 c'est- Avec le John Travolta. massacre à la tronçonneuse quand même. hein. C'est Travel tronçonneuse. C'est à la fois très bien fait, ça fait très peur. C'est dans le livre également. C'est le processus technique pour obtenir ça, pour bien qu'on comprenne le truc. Il a tapé quoi pour obtenir ça? Oh, il fait ça avec un. C'est John Travolta avec des cheveux longs. Il a une interface et en gros, quand tu demandes à l'IA de te faire Pulp Fiction, bah, elle mouline à un moment et elle te sort des images comme ça de plus en plus précises en récupérant partout où elle trouve des trucs. C'est parce que c'est pas des trucs chelous. D'accord. c'est pas trop évident. Donc Pardon. Oui. Attention, les gars. Moi, je pensais qu'on rigolait sur ce jeu, excusez-nous. Non, rigole pas. Deuxième Excellent. film à trouver. On les bouffe. Les Dents de la Mer. La mer. C'est Les Dents de la Mer. Bonne Mais oui, en réponse. plus, mais oui. J'ai hésité, parce que oui, mais à chaque fois il y a des pièges. Non, bah non. C'est piège en haute mer. Ça peut être Sauver Willy. Attends, avant il se bat avec un C'est vrai truc. qu'il y a des yeux et tout, c'est bien. Elle essaie l'IA, tu vois, de refaire l'affiche. Donc elle met des textes parce qu'elle sait qu'il y a des textes. Tu Ça vois, ressemble à mes terreurs nocturnes, vos trucs. hein. Putain, mais c'est David Lynch. Ça fait peur. ça va être comme ça à chaque fois. Attention. Putain, la vache. Troisième vidéo. Image. C'est Blair Witch, hein. Putain, c'est tombé. Oula. J'ai eu la plupart, moi, quand David me l'a fait. Hein. Max, Shining. ce n'est pas Shining. Aurait pu. Ouais, j'aurais dit ça aussi. Ouais, Vas-y. Inception. C'est une bonne réponse. Ouais, avec la ville de dessus. Il y a une toupie, il y a la ville qui se retourne. Mais t'es bon, En fait, c'est un truc assez étrange parce que tu as l'impression que tu es en train de t'endormir comme quand tu rentres dans un rêve. Ouais, c'est ça. Il y a des espèces d'abstractions qui viennent. Quelque chose de la formation mentale. C'est cauchemardesque. C'est vraiment Ouais, cauchemardesque. L'intuition quand même. Quatrième film à trouver. On s'est vu là, on s'est senti. Tu vois, il n'y a pas de pitch avant, du coup on est chaud. Ah bah oui. Seven. C'est Seven. Tu l'as Ouais, quoi, en là plus je l'ai. Bah au 7. Ah, il y a un Ça aurait pu être des 7 samouraïs et finalement c'est écrit japonais à côté. Mais oui. Moi j'ai pas Mais le droit. j'ai Toi, t'as le droit. eu peur après. Pourquoi japonais? C'est Seven. Mais attends, Pourquoi Je ne sais pas. pourquoi les trucs japonais? Moi Moi j'ai cru que c'était The Ring. truc japonais ou quoi que ce soit, hein, c'est des formes juste à chaque fois. hein. Non, Ah. je pense que c'est parce que quand tu lui demandes Seven, il va, comme il va chercher partout, il y a 7 samouraïs à un moment. Ah ouais, d'accord, bah c'est Et ça. après il se dit non, c'est pas ça. Mais Enfin, tu vois, je disais que The Ring. J'ai buzzé en fait, j'ai vu le truc apparaître, je me suis dit oh merde, j'ai peut-être fait une. Ah ouais, bah bien vu. voilà, Bon. Seven. Ah, dis donc, ça te fait des pièges en plus, c'est malin, intelligence. Degré d'intelligence, second degré. Second degré. Franchement incroyable. Image suivante. Excellent. Matrix. C'est une bonne réponse. J'ai- On l'a vu à la couleur, j'ai tenté direct à la couleur. C'est ça ou The Grinch? Rabbi Jacob. Rabbi Jacob avec le chewing-gum. 3 pour l'équipe. Non, c'est là. Non, c'est là, c'était 3-2. C'est 3-2. Ouais. Ouais. C'est bon, je viens de changer. Voilà. 3-2, ouais. C'est 3 de ce côté, enfin pour Max et On va Nanix, les faire. et 2 pour Johan Il n'y a pas de pitch avant, donc on est fort. Enfin, moi je suis et Genius, qui n'arrête pas de parler. hein. Pardon, Ouais, non, mais ouais. bah, Le excusez-moi, déconcentre, vas-y. je suis content d'être là. quoi. Image suivante. N'hésite pas, t'es excellent. Johan. Grand Budapest Ouais, Hotel. Grand Budapest. Bonne réponse. Bon, je le savais. Bon, je le savais. Bonne J'ai voulu y aller, réponse. mais je t'ai laissé aller. C'est ça le Panthère Rose. Ah, C'est mes cachets j'allais plus. Égalisation avec le Grand Budapest. Allez. Image suivante. Régale ce jeu-là. Orange Mécanique. Ouais, Oui. bien joué. Oh oui, en plus on l'a dit en même temps. Ouais, ça fait 2 Attention, points. Je déconne. Attention, le J'ai chapeau préféré. départ, j'étais. Charlie, non, Orange Mécanique. Ah, hein, bah, pareil, j'ai vu le truc Mais orange. ça marche bien parce que ça arrive vite quand même. Ouais. Mais comme quoi ça. Ouais, ça c'est joue pas sur trop des évident. images qu'on a dans le C'est cerveau. aussi. subconscient. Ouais, je pense qu'en fait l'IA en fait elle réagit un peu comme nous. Parce que c'est vrai que les premiers trucs qui apparaissent et ça nous saute Tu aux veux yeux. dire qu'on est l'IA? Ouais, l'imitation du robot, j'étais pas prêt. Image suivante. Les Daft Punk sont là. Oula. Oh la vache. Non, non, vous inquiétez pas, il n'y a rien de. C'est cauchemardesque. C'est là. Shining Ce aussi. n'est pas Shining. Non, je l'ai. Je l'ai. Bon, tu dirais ça toi Non, 3, non. 2, J'ai dit Dumbo, mais c'est pas ça. E.T. non plus. Ah oui, oh t'as raison, oui. Attends. Tu l'as. Pourquoi il y a des pâtisseries? C'est quoi? C'est Il du y a un pain? truc avec E.T., ouais. Attends. Pourquoi il y a des... C'est des pâtisseries, c'est quoi? Moi j'ai vu une trompe d'éléphant. Tu vois une trompe d'éléphant, toi? Cinéma Paradiso. Non plus. Oh, tu t'es allé loin là-dessus. Mais oui, attends. Ouais, mais je comprends pourquoi. Hein. Ah, Ouais. Vas-y, tente Non. un truc. Si, Non. tente un truc, vas-y, Non. t'as peur. Ah, faut, à un moment, c'est comme ça qu'on marque des points. La vie est belle. Ce n'est pas la vie est J'ai belle. craqué. La grande bouffe. Non plus. Ah, non, Comme mais vous oui. allez comprendre, Non mais oui. l'erreur de l'IA. Ah, c'est une erreur, je sais. Attends.
L'interprétation, quoi. Attends, c'est un. Et le chat l'a trouvé. Ah, l'histoire sans fin? C'est non. Bon, c'est quoi là? L'histoire sans pain. Non plus. C'est quoi alors? C'était la soupe aux choux. Ah ouais. Tu sais que j'ai fait dire. Putain, mais J'ai failli le dire, mais c'est pas vrai. Attends, Mais c'est dis-le. ça la soupe aux choux? Ça ressemble à un film italien des années Elle a 45, là. elle a mélangé choux à la crème avec des choux. Non, vas-y, laisse tomber. sur Tu sais que je l'avais. On dirait des chaussons pommes. Mais grave, Ouais. on dirait Après, des beignets, quoi. Je pense qu'elle s'est dit, tu vois, il y a un truc à base de c'est la ville française, donc bâtiment comme ça. un de mes classiques. Non, c'est bon. Non, c'est pas Puisque film français. Bon, c'est pas évident non plus. Hein. Ah, mais tout n'est pas. Bah, quand l'algorithme, Ah, mais- quand l'IA n'est mais pas c'est bonne. c'est intéressant, c'est intéressant. Image suivante. C'est l'enjeu. Mets la main. Drive. C'est une bonne réponse. bah oui. T'as pris le temps, hein? Ouais, parce qu'en fait, j'ai cru que c'était Ouais. Blade Runner. Ouais, voilà, Ah, mais t'as pris non. Il y avait Je une me suis citation figé. entre deux J'ai films. failli dire Ouais. Christine. Mais Drive. Je me suis figé, en fait. Ouais. bien. Et c'est cocasse. On dirait un peu les affiches, c'est genre au Kenya ou au Cameroun, tu sais, les fausses affiches avec des vrais acteurs. Ouais, Ah, mais des trucs. Les affiches déchirées sur les image murs. hein. suivante. Le voyage de Chihiro. C'est une bonne réponse. Voyage de Chihiro, Voyage il est de beau. Chihiro. trop vite. Ouais, il est beau, il est Hayao beau. Miyazaki. Ah ouais. Ça peut être Kung Fu. Ouais, mais là. Ouais, bah. Oui, avec le train. Ça aurait pu être beaucoup de choses. Ouais, Kung Fu Panda, j'aurais dit au départ, mais rapidement. Mais... Image suivante. On va se refaire. On va se refaire un excellent. Alien. Alien est une bonne Ouais, réponse. j'ai hésité. Ouais, ouais, C'est pourquoi j'ai hésité à cause de la Putain de forme en Putain de haut, moi. en mode est-ce que c'est pas Alien vs Predator ou j'en sais rien, mais non, c'est Alien. Ouais, Predator. à droite. Alien, c'est une bonne réponse. Image suivante. J'allais dire Seven, mais non, c'est Brésil, pardon. C'est non et c'est non. Ah, ça va, monsieur. M le maudit. C'est M le maudit, Ah, bonne ouais. réponse. Il revient souvent ce même maudit. Ouais, il pensait Il pareil. fait chier hein, ce film. Je pense que, Allez, bah, que David aime bien le film. Ouais. Ouais. Et- Il Il aime bien le film. Il aime. Oh là. Oh. Un point en plus, non? Attention, image suivante. On est excellent là. E.T. Et non, Et non, et non. La planète des singes. non plus, La mouche. non plus, Non, mais non. C'est pas la mouche. L'histoire sans fin? non plus. Ah non, je sais, putain, je l'ai. Non, non, non. Le silence des agneaux. Non, t'as pas le droit. Et T'as pas le droit, je l'avais. Bonne réponse. Bah oui, t'as pas buzzé. Mais oui, Bah oui, mais t'as buzzé, t'as buzzé. mais tu peux pas Bah, rebuzzer si, après il a avoir rebuzzé, répondu. il a rebuzzé, Bah, il a répondu. Ça a pas Quand été je remets à précisé zéro, avant. vous J'ai vu pouvez des tous moutons. rejouer. J'ai vu des- Oui, j'ai dit mouton, j'ai dit. Ah, bah moi aussi, Ah, c'est bien pour vu. ça. Alors le Ouais. point est de ce côté, je suis désolé. Oh, mais dans ce cas-là, tu fais ça à l'infini. Ce qui fait c'est fini. 7 à 5, il nous reste 2 affiches. Allez, Si on- si on met Vous ça, pouvez on met- encore égaliser. On peut se refaire. Compte 10 la première. Faut prendre celle-là absolument. Oh là là. Image Tu fais suivante. peur. Salut, c'est Jean-Pierre. Birdman. C'est une bonne réponse. Oh. Là, tu m'as fait plaisir. il est Là, parti t'as cher- posé, il est t'as par- posé ton paquet. Il est parti le chercher de. Ah, il a pris. Il a. Alors, La on est dernière en train de rechercher la dernière image Bon, ça, qui apparemment bah, sinon, on a gagné. C'est c'est un peu perdu dans les méandres de. Ouais. Parce que Ah, l'image elle-même Drive. vit. Elle Ouais. vit. donc, Elle évolue, elle mute. Elle mute. On a Ah, bah, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Maintenant que l'image arrive, ça va vous? On a 4 minutes. Ça va. Il nous reste 4 minutes d'émission, donc tout va bien. Et c'est David, je sais pas, je t'ai vu dans le chat tout à l'heure. N'hésite pas à me dire où tu trouves cette IA, etc. Parce qu'il y a plein de gens qui le demandent dans le chat. C'est trop bien. Ouais. Si tu veux le dire, peut-être que c'est l'IA que. Je trouve que c'est mieux que les affiches qui se. Ouais, qui se pixelisent. C'est Johan Johan et, Il y a et 7-6 là. Nanix. 7-6 donc, et on est parti pour la dernière image. Allez. Taxi Driver. Et c'est une bonne réponse. Et Nanix. Il est marqué Avec Taxi en fait, en rien. bas. Ah ouais, Ça d'accord. aurait c'est pu ça. être Taxi 2. On est Ça d'accord. aurait Oh, pu De être Niro, il a mangé. Le Niro, il a. C'est devenu Jacques Chirac. Qu'est-ce qu'il a là On perd sur la soupe aux choux. Mais ouais. Allez. Non, on perd sur les moutons parce qu'il a arrêté 2 fois. On perd sur les boutons, ça perd va, sur on les fait ça. boutons. on fait ça. Oh, fous-moi. Bravo. C'est excellent. Bravo, bravo. Super jeu du coup. Voilà, maintenant. Ouais, super. Je n'osais pas le dire avant, mais. Ça fait peur, mais. Ouais, moi je vais faire des cauchemars de ce jeu. Faut pas jouer après 18h. Sinon, il est merde. Dommage, il est 18h05. On est peut-être là, il est peut-être là. Apparemment, si vous voulez voir cette IA, il faut lire les articles de OpenAI, donc OpenAI, intelligence artificielle, sur le VQGAN.
Voilà. D'accord. Ce qui serait hyper méta, c'est que la prochaine fois, il y ait AI de Spielberg, intelligence artificielle, dans ce jeu. Pourquoi pas? En tout cas, si ça vous a plu, on essaiera peut-être de le refaire. Félicitations pour votre victoire à tous les deux. Merci. Je rappelle que Allociné l'émission, c'est tous les mardis à 16h30 en live sur la chaîne Twitch de Le Stream, si vous nous regardez sur le replay YouTube. Donc n'hésitez pas à venir nous voir en direct, ça nous fera très plaisir. Ce soir, c'est le React, mais tout de suite, c'est le récap. Belle fin de journée sur le stream et à la semaine prochaine, si tout va bien.